Bonjour et bienvenue dans Flag Football Talks. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je m'appelle Romain de Chevigny et après plus de 15 ans de flag et de foot US en France, dont 3 saisons en tant que manager de l'équipe de France féminine, je souhaite donner la parole aux joueurs, aux joueuses et toutes ces personnes qui prennent de leur temps et s'attachent à développer ce beau sport en France. Pour ce 6e épisode, on change un peu. Pas de joueurs, pas de joueuses. Nous recevons Charles Pavio, coach Pavio, monument du flag et du foot US en France. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son histoire, shadow coach en NFL, directeur des équipes de France à la Fédération française, mais surtout, son projet actuel incroyable de développement des jeunes athlètes en flag. On va creuser en détail comment fonctionne cette Juggling League, ses besoins, ses rouages, ses financements. On passe tout en revue. Et ensuite, ce qui en a suivi, la qualification sur les 2 dernières années à la finale NFL U12 à Orlando aux USA, sur la semaine du Pro Bowl avec son club des Caïmans du Mans. Il nous raconte comment c'était une semaine type, la grandeur des États-Unis, semaine de Pro Bowl. Hyper intéressant, alors je vous souhaite un bon épisode et n'hésitez surtout pas à me faire un retour. Et nous voilà pour le 6e épisode de Flag Football Talks. Bienvenue, Charles Pavio, Monsieur Bonjour. Pavio, Coach Pavio, comment il faut t'appeler? Coach Pavio, c'est très bien. Coach Pavio. Eh ben, bienvenue parmi nous, Coach Pavio. Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Tu reviens à peine des États-Unis où tu as vécu ta 2e expérience avec les NFL U12 à Orlando. On en reviendra tout à l'heure, mais juste en quelques mots, c'était comment? C'était incroyable. Incroyable pour les jeunes surtout. Nous, on était très, très, très contents et très fiers de les accompagner. C'est notre 2e participation sur le tournoi NFL Flag. Et c'est toujours pour les jeunes un émerveillement parce que c'est le monde de la NFL. Ils voient les joueurs de près. On assiste au Pro Bowl, on va au Skills Challenge. Voilà, c'est baigné dans l'univers NFL. Donc forcément, pour eux, ça prend une dimension incroyable. C'est un univers de fou. Et puis pour nous aussi, c'est vraiment sympa de baigner là-dedans pendant quelques jours. Donc ça reste toujours un très très bon moment. Et puis cette année, en plus, sportivement, ça s'est mieux passé. Donc voilà, tous les voyants étaient ouverts. On était super contents de notre déplacement. Et puis on s'est économisé une semaine de froid en France. Donc on était encore plus contents. Ouais, puis le front au Mans, parce que c'est autre chose que dans d'autres régions. Ouais. Bah écoute, j'ai grave hâte qu'on arrive à ce sujet-là. Mais tout d'abord, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, donc moi j'ai commencé le foot américain par le flag en fait, en 1992 au Drakkar de Nantes. C'était pas tout à fait le même flag qu'on pratique aujourd'hui, hein. C'était 7 contre 7 de mémoire, grand terrain, special team et tout, c'était génial. Et puis ensuite, voilà, j'ai joué au foot américain pendant une dizaine d'années. J'ai créé un club en 2001 sur la commune de Rezé. Je voulais reproduire ce qui se faisait déjà en Sarthe depuis 99 avec la Jungle League et puis essayer de participer au développement sur la Loire-Atlantique. Et ensuite, en 2005, on a ouvert le sport-études de foot américain au Mans et comme j'étais CTR, de la Ligue des Pays de la Loire, eh bien le club des Caïmans m'a proposé de m'installer au Mans et puis de prendre les équipes jeunes. Donc je suis arrivé au Mans en 2007. Puis je me suis occupé des jeunes, ensuite des seniors. Voilà. Puis en 2003, je suis devenu CTR de la Ligue Bretagne Pays de Loire à l'époque. Et ensuite, je suis rentré à la DTN en 2005. Je suis devenu manager de l'équipe de France junior en 2008 et manager de l'équipe de France senior en 2011. J'ai occupé ce poste jusqu'en 2017, jusqu'au World Games de Wrocław, où on avait gagné la médaille d'or. Et puis, une petite parenthèse ensuite, j'ai coaché à Tours pendant 3 saisons, avant de revenir au Mans l'année qui a précédé le Covid. Et puis, pendant le Covid, en 2020, on a élaboré un nouveau plan de développement pour la Sarthe.
entièrement basé sur les jeunes, et on a relancé la Jungle League qui avait déjà existé, voilà, qui ressortait de terre. Et je suis devenu agent de développement pour le comité départemental pendant 3 ans. Et depuis 2 ans, enfin depuis 1 an et demi, là, je suis de nouveau CTR de la Ligue Pays de Loire de foot américain. Ça fait quand même une sacrée expérience. Tu as commencé en 92. On est en 2025. Donc presque, ça fait 33 ans que tu es dans le milieu, on peut dire. Ouais, j'y avais pas compté. Ah ouais, ça fait ça, ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens encore qui sont dans Oh, le il y en milieu a. depuis Si, il 92, y non? en a, il y en a, il y en a. Il y a encore des dinosaures. Moi, je suis jeune encore, hein, mais il y a des gars qui étaient là avant moi et qui tiennent encore bon. Et bah, bravo à eux, parce que c'est pas facile au quotidien. Et il y a des gars qui méritent bien plus que moi encore les palmes du développement et de l'acharnement dans ce sport. Et alors en 1992, tu découvres le flag. Comment tu découvres le flag, non? Ah, je revenais des États-Unis, j'avais passé 1 an en high school au Texas. Et en revenant à Nantes, j'avais la chance d'avoir le club des Dracards qui était juste à côté de chez moi. Donc, bah, même s'il avait fallu traverser la ville, je l'aurais fait. Mais j'avais la chance que ce soit à côté de mon appart. Et puis, bah, le club des Dracards vivait sa dernière année. On a recréé un club derrière et qui est devenu les Dockers de Nantes en 1996, il me semble, parce qu'il y a eu trois années un peu de flottement, et c'est le club qui existe toujours actuellement. Donc toi, ces années-là, tu as la vingtaine, tu découvres aux États-Unis le sport, tu arrives à Nantes, tu te dis putain, il faut que j'y joue, tu passes par le flag, le foot américain qui se crée, tu passes des années vraiment joueur, passion à fond. Ouais, c'est ça. Bah, j'avais 16 ans quand je suis rentré des États-Unis, et puis bon, j'ai pas eu un cursus junior de foot américain, puisque donc c'était les années un peu de flottement à Nantes, et ça s'est restabilisé, bien structuré, voilà, à partir de 98, je dirais. Donc j'avais 22 ans, j'étais un jeune senior. Et puis voilà, c'était des belles années de football, rien de plus. Juste une petite carrière de joueur régional, voilà, c'est tout. Toi qui as commencé par le flag en 92, est-ce que jusqu'en 2001, tu continues le flag avec le foot américain ou tu t'es mis que en foot Non, américain? non, 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 ben non, à l'époque, il n'y avait pas du tout de flag adulte, enfin, non, ou quasiment pas du tout. Chez nous, on parlait de flag uniquement sur les catégories jeunes, et dès qu'on avait l'âge de mettre un casque, on fonçait, quoi. Donc, Ok. pour moi, le flag, ça a été vraiment juste le temps d'avoir l'âge de pouvoir mettre un casque. J'ai pas souvenir qu'on parlait de mixité au flag. Je crois pas avoir vu des filles jouer à l'époque où nous on jouait. C'était des repères complètement différents. Et puis c'était des règles aussi très très différentes. Je me souviens qu'on avait obligation de jouer avec les pantalons de protection, les protège-dents. On devait jouer à 7 sur grand terrain, voilà, avec special team comme j'ai dit tout à l'heure. C'était vraiment un autre contexte de flag. Rien à voir avec le 5-5 d'aujourd'hui. Les règles IFAF ont bien fait changer le flag, ça c'est sûr. Ouais, puis le flag, ça s'est démocratisé. C'était avant, il y a longtemps, donc une entrée, une porte d'entrée vers le football américain. C'est ensuite devenu une porte de sortie pour les adultes qui voulaient plus faire de football américain. Et puis très rapidement, en fait, ça s'est démocratisé, ça a été intergénérationnel, et on peut jouer au flag et que au flag toute sa carrière. Mais ça a mis un petit peu de temps quand même à se démocratiser. Donc en 2005, tu rejoins la fédération à la DTN en tant que CTR, c'est ça? Moi, j'étais Ok. CTR de la Ligue des Pays de la Loire, et puis ça a duré 2 ans. Et ensuite, je suis devenu conseiller technique national à la DTN. Alors à ce moment-là, est-ce que du coup c'était pareil, tu étais impliqué un peu sur du flag ou c'était majoritairement basé sur le foot américain? C'était des missions de développement, d'accompagnement des clubs, structuration des clubs. Alors à l'époque, on avait par exemple la labellisation, des choses comme ça, qui petit à petit sont devenues les contrats d'objectifs, par exemple. Donc il y avait une grosse aide à la structuration, à la mise en place d'équipes de ligue aussi, pour faire du repérage chez les jeunes. J'ai eu des missions comme bah, la mise en place du 17 ball, par exemple, qui était un super projet. J'ai vraiment adoré ça. Et puis, bah, les équipes de France, ça me prenait aussi pas mal de temps. Donc, Tu me disais que tu étais manager des équipes de France, junior en 2008, puis à partir de 2011, senior.
Là, pareil, on parle de football américain, ou est-ce que tu étais aussi un peu en lien avec le flag? Non, j'ai jamais été. On m'a jamais demandé de m'occuper du flag, mais je m'occupais des collectifs football américain. Donc D'accord. pendant 4 5 ans sur le U20 avant d'être remplacé par Éric Pierre. Et puis j'ai remplacé Didier Sampé en 2011, je crois à partir de 2011, ouais, sur les collectifs seniors. On rappelle, le rôle d'un manager, c'est tout ce qui n'est pas sportif, Ouais. c'est-à-dire, C'est l'intendance, la logistique. Bon, des fois, ça peut dépasser un peu ce cadre-là parce que si je prends l'exemple de coach Ezumi qui ne vivait pas en France et qui avait besoin d'avoir des liens sur le territoire pour aider à recruter des joueurs, etc. Bon, des fois, ça peut dépasser un peu le cadre de la logistique et de la structuration, mais c'était tout ce qui était en lien avec les déplacements, les réservations, la mise en place, le fait que, par exemple, quand tout le monde arrive sur un lieu de stage, eh ben, que ce soit du velours pour tout le monde, quoi, pour faciliter le travail des entraîneurs, pour que les joueurs soient dans de bonnes conditions. Donc il y avait tout ce travail-là. Des fois, il fallait tracer un terrain à la main. Des fois, il y a plein de choses à faire, quoi. C'est de la ouais, logistique bien pure. sûr, faire en sorte que le sportif ne s'occupe que du sportif et n'ait que Ouais, ça en tête c'est pour la ça. performance. Ouais, absolument. Ok, et alors, tu es allé donc jusqu'en 2017 au World Games à Wroclaw. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en tant que spectateur. On a passé Ah, une très bonne semaine. Euh, et je voulais savoir, parce que pour avoir vécu les World Games avec le flag aux États-Unis, comment c'était, vous, de l'intérieur, les World Games foot américains en Pologne cette année-là? bah c'était un bel événement. Il y avait 4 équipes présentes, Pologne, Allemagne, une Team USA Eagles et la France. On avait battu la Pologne en demi-finale, avec 2 matchs, hein, du coup, demi-finale, finale. C'est la dernière fois qu'il y a eu football américain World Games, puisqu'après ça a donc été remplacé par le flag. Et voilà, on avait le sentiment de vivre une semaine olympique parce que ça ressemble à un village olympique avec des athlètes de toutes les nations dans beaucoup de sports. Ça venait du monde entier, donc il y avait en fait les World Games, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'antichambre des Jeux Olympiques avec des disciplines qui ne sont pas encore olympiques ou qui ne le seront jamais, mais ça permet à des athlètes du monde entier de venir performer devant du public, dans une organisation qui ressemble à des mini Jeux Olympiques, mais il y a vraiment ce côté-là, des nations qui se croisent, on est tous ensemble au village olympique. Alors là, c'était pas quelque chose de grandiose, évidemment, mais c'était super sympa. Et puis il y a eu la victoire à la clé contre l'Allemagne, qu'on bat pour la première fois dans une finale d'un très grand tournoi, très prestigieux. Et puis on les a battus sous la pluie en plus, donc on était doublement contents. Voilà, c'était un souvenir vraiment. Un beau stade, beaucoup de spectateurs. Mm. Moi, j'avais une question. Il y a prescription, hein, 2017, c'est il y a quelques années, il y a 8 ans. Est-ce que vous saviez, le staff, parce que moi, j'étais là en tant que spectateur, j'étais venu pour faire une belle semaine de vacances avec les copains. Il s'est trouvé que je suis parti en boîte de nuit avec des joueurs de l'équipe de France. Je suis même allé à un date d'un joueur de l'équipe de France en pleine semaine, hein, bien sûr. Je voulais savoir si le staff était au courant que les joueurs fuguaient quasi quotidiennement pour aller faire la teuf le soir, quoi. Bah, il fuguait pas vraiment, on était au parfum. Des fois, on était derrière, on n'était pas loin, hein. On va pas se mentir. Euh, L'important, c'est d'être opérationnel, c'est de donner son 100% aux pratiques et aux matchs. C'est pas quelque chose qui était évidemment encouragé par le staff, mais avec coach Ezmi, c'était beaucoup plus permissif. La seule obligation, c'était d'être à l'heure, en forme, opérationnel, performant, et de donner ton maximum. Si tu voulais sortir jusqu'à minuit la veille, aller boire un coup avec les copains et que ça te permettait d'être mieux dans ta tête, bah, il permettait ça. Alors évidemment, fallait pas qu'il y ait de problème, fallait pas qu'il y ait de soucis, fallait pas que. Mais il y a jamais eu de problème en fait. Il y a jamais eu de problème. Sinon, peut-être que les règles auraient changé. Mais on était tout à fait au courant.
De toute façon, dès qu'on arrivait quelque part, le premier truc que les gars faisaient, c'était regarder les numéros Uber, les trucs, les machins et d'autres sites. Et voilà, en interne, on était au courant. Les choses, elles se savaient. Ça nous a pas empêché de battre l'Allemagne. Et peut-être que ça y a participé parce que la cohésion d'équipe, parce que les choses qu'on fait dans ces moments-là aussi, ça soude l'équipe. Je vous rassure, il n'y a jamais personne qui est rentré dans un état déplorable sur l'hôtel. Donc non, c'était sous contrôle. Mais en même temps, bah, voilà, hein, comme dans toutes les équipes nationales, hein, il y a des petites sorties, il y a des moments, des moments de festivité à côté. Et puis, bah, ça participe, je pense, en tout cas, à la Bien-être. cohésion générale Ouais. de l'équipe. Ça fait des Il y en a souvenirs, en tout cas. quelques-uns qui sont rentrés accompagnés aussi, donc je suppose que ça leur a permis voilà, d'être Je un ne peu sais plus pas. à l'aise sur le terrain. Je Alors, ne sais pas. ces années-là, je voudrais préciser ça. Tu es un des seuls, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, on les compte peut-être sur les doigts d'une main, français à avoir participé à des camps NFL. Et donc, tu as pu participer à 6 camps avec les Eagles à partir de 2006. Comment ça s'est fait ce lien? Comment t'es arrivé là-bas? Je sais qu'on sort un peu du cadre du flag, mais quand même, ça reste assez exceptionnel. Ouais, alors j'ai une chance incroyable. En 2003, c'est ma première année en tant que CTR à la Ligue. Il y a la fédération qui nous demande de se rendre disponible pour aider à l'organisation du championnat d'Europe de football américain senior groupe B qui se déroule à Amiens en août 2004, si ma mémoire est bonne. Et participait à ce tournoi l'équipe nationale de Russie qui était coachée par 4 coachs très expérimentés, d'un certain âge même, américains. Parmi eux, Harry Gamble, qui avait été le general manager des Philadelphia Eagles dans les années 80, on va dire, qui avait aussi été coach des Titans précédemment aux Eagles. Et donc, c'était lui qui était le head coach de l'équipe nationale de Russie. Moi, j'avais pour charge, étant bilingue, d'être le guide en fait du staff et de l'équipe et de faire le lien entre l'organisation et le collectif russe. Et ça s'est très très bien passé. On a gardé des très bons contacts et je leur avais demandé tout simplement de me trouver un petit high school du coin quelque part en Pennsylvanie, au fin fond de la Pennsylvanie, pour aller passer 2 semaines à voir des jeunes jouer. Et puis bah en fait ils m'ont connecté avec les Eagles et puis avec l'université de Delaware Valley. Donc j'ai fait un premier été là-bas où j'ai fait 2 semaines avec les Eagles et puis 2 semaines avec Del Valle. Et puis ensuite, bah, la connexion, elle est restée en direct avec les Eagles, avec coach Andy Reid surtout, parce que c'est lui qui m'a donné son feu vert pour revenir année après année. Et donc j'en ai fait 5 avec Andy Reid et j'en ai fait un avec Doug Peterson en 2016, la dernière fois que je suis allé là-bas. Ça, c'est quoi? C'est du shadow coach? Ouais, Donc, tu es là, tu as les accrèdes, tu es sur le terrain, tu regardes ce qui se passe, tu donnes des ballons peut-être au coach. tu vis avec l'équipe en fait. Hein. Je faisais tous les meetings d'équipe, de staff. Tu es sur le terrain. La dernière année, c'était encore plus intéressant parce que donc voilà, nouveau staff avec coach Peterson, nouveau lieu aussi puisqu'on n'était pas excentré sur l'université de Lehigh, on était sur Novacare, qui est le lieu d'entraînement des Eagles, donc dans les bureaux directement. J'étais sur les special teams et j'ai pu avoir un petit peu plus d'implication, même si c'était très, très, très détaché hein, quand même. Mais j'ai eu la chance d'être un peu impliqué sur le premier match de pré-saison à Philly contre les Bucks et d'avoir des petites missions qui sont toujours un peu gratifiantes, même si c'était anecdotique, mais pour moi c'était beaucoup. Donc j'étais très très fier de la reconnaissance, de la confiance qui m'avait accordé. Et puis voilà quoi. Donc ouais, vivre la vie d'une équipe de NFL, même si c'est de la pré-saison, il n'y a pas le stress de la saison régulière. Il y a pas, bon, il y a du stress parce qu'il faut préparer l'équipe. Il y a les cuts qui arrivent. Il y a forcément un peu de stress, mais beaucoup moins qu'en saison régulière. Et et puis j'ai eu la chance surtout de tomber sur des staffs hyper sympas, hyper accueillants, très très ouverts. Voilà, des belles personnes et puis pour moi des expériences vraiment vraiment chouettes.
Et là, il y en a beaucoup de gens qui font comme toi, Shadow Coach, ou c'est vraiment quelque chose de plus léger, vous êtes... Je sais pas, je sais que par exemple, coach Ezumi, moi je l'avais rencontré avant qu'il devienne le coach de l'équipe de France. C'est quand il était encore coach au Flash et qu'il était également shadow coach ou assistant coach plutôt, quand même un peu plus que shadow sur les unités spéciales, affilié également. Moi j'ai pu aller là-bas avec des coachs français. J'y suis allé sur les 6 fois, j'y suis allé 2 fois seul et 4 fois accompagné avec des entraîneurs français. Mais j'ai pas rencontré beaucoup de personnes non qui faisaient ça. J'en ai pas entendu parler non plus. Ça doit pas être C'est à des cas quoi comme uniques, hein. coût? Parce que je suppose que t'es pas payé, c'est toi qui te payes ton aventure là-bas. Alors non, j'étais pas payé. Je payais mon déplacement. Une fois là-bas, tout était pris en charge par l'équipe. Mais on a quand même eu en 2016 une petite enveloppe juste avant le match contre les Buccaneers justement et ça c'était rigolo quoi. On a l'impression que c'était jour de paye dans le vestiaire. Le gars te tend ta petite enveloppe, tu l'ouvres, il y a $200 je crois. Première paye par les C'est- Eagles, c'était quand même pas mal. Tout est parti à la boutique 1 heure après Ah ouais. pour aller faire des cadeaux. Mais ouais, c'était plaisant, enfin, je sais pas, Je pense payé qu'il y a par peu les de gens Eagles. qui ont été payés par une équipe NFL en France, donc tu peux Ouais, être fier de ouais, ça, ouais, hein. ouais. Bon là, c'était au black, hein, rien Ouais. déclaré. Ils m'ont donné une enveloppe de cash. J'ai dit OK, merci. C'est cool, mais du coup, en 2016, tu as pu ramener aussi toi-même peut-être des coachs qui montaient en France, essayer de leur faire vivre cette expérience-là. J'étais allé en 2016 avec coach Jean-Baptiste Gassiès qui était au pôle et en équipe de France, et puis coach Abed Belkous qui est maintenant le head coach des Molosses. Donc, on a tous pris des contacts. C'était vraiment bah, pour nous trois en tout cas une expérience de fou. Comme je disais, voilà, ils nous ont fait beaucoup plus confiance sur ce camp-là. Cheikh Abed a beaucoup travaillé avec coach Stoutland qui lui a confié beaucoup de responsabilités sur le découpage pour la O-line. JB Garcias, il a pu travailler avec le coach des linebackers et vraiment, il s'est bien occupé de lui. Il a énormément pris sous son aile. Donc expérience. Et donc là, si tu appelles Doug Peterson ou Andy Reid, ce qu'ils répondent, tu peux revenir chez eux ou pas? Je pense. Je sais pas. Ouais, écoute, Charles, ce qu'on va faire, c'est que je t'appelle demain, et puis tu vas me setup quelque chose, là. Avec plaisir. Je vais switcher sur un peu plus le flag. Donc, notamment la partie de ton programme, la Jungle League. Donc, tu disais que ça existait déjà en 99. Donc, c'était l'idée de voir comment on pouvait faire des groupes de jeunes, enfin, développer le flag jeune dans la ville, et en tout cas en Sarthe. Ça s'est fini en quelle année, cette première Jungle League? 2004, je pense. Ok. 2004, ça a Donc, duré le temps d'un emploi jeune. Et en fait, tous ces dispositifs-là ne peuvent fonctionner que s'il y a des salariés. Ça peut difficilement reposer uniquement sur des bénévoles. Il faut des bénévoles, c'est très important, mais pour être disponible en journée, pour aller faire des animations scolaires, etc., 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 ça demande d'avoir des salariés. Donc, comme les clubs et les comités départementaux et les ligues ont vraiment pas beaucoup de sous, ça fonctionne surtout avec des emplois aidés. Donc c'était le cas de 99 à 2004. Ensuite, donc, ça a un peu disparu, hein, on va dire. On a retenté une expérience en 2012 avec ce qu'on avait appelé la Subway League parce qu'il y avait un partenariat entre la 3FA et la marque Subway de restaurants. Nous, on avait réussi à décliner ce partenariat au niveau régional, puis départemental. Et comme on voulait créer une ligue interquartier de jeunes en football américain, donc 12-14 ans, même 10-14 ans, elle s'appelait la Subway League. Et on allait travailler dans les quartiers. On avait des équipes de football américain, donc très jeunes, sur les quartiers de la ville du Mans. Là, pareil, c'était porté grâce à un dispositif d'aide à l'emploi qui s'appelait le CAE, une mémoire. Et c'est Jean-Amour Fazer qui en a bénéficié. Et comme à chaque fois, voilà, les emplois aidés s'arrêtent, on n'arrive pas à les pérenniser, on n'arrive pas à les renouveler, et c'est très très compliqué. Encore une fois, le dispositif a disparu. Et puis en 2020, on s'est dit, allez, on y va, on retente l'aventure.
Moi, j'avais donc cette expérience-là, vraiment envie de le faire aussi. Et on est reparti avec une nouvelle aide à l'emploi. Alors aujourd'hui, c'est plus moi qui suis employé salarié du comité départemental. C'est Germain Lévrard. L'emploi, il est plus ou moins sécurisé. En tout cas, il l'est là pour les quelques années à venir. La difficulté pour tous ces projets-là, qui sont vraiment des projets de grande ampleur, c'est d'arriver à pérenniser l'emploi. Le face-à-face, d'avoir des animateurs et des éducateurs qui soient expérimentés, qui soient diplômés, ça demande Mais d'avoir alors des attends, salariés, Charles, en fait. est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est à la base le projet? Quand en 2020, vous dites venez, on retente l'aventure, c'était quoi l'idée derrière ça? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce que vous vouliez mettre en place? En fait, on partait du constat que notre discipline n'était pas assez connue sur la ville du Mans auprès des jeunes. Et que ce n'était pas en allant juste mettre quelques affiches dans les tours d'immeubles ou de faire une journée découverte par an qui allait changer la face du club. On C'était voulait à l'orientation flag ou football américain? flag. D'accord. L'idée, c'était de complètement inverser la pyramide des âges. On avait plus de seniors que de jeunes. Et on sait que ça marche pas sur le long terme. Donc, l'idée, c'était d'avoir une pyramide des âges très, 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 très large à la base et de pouvoir permettre de faire la promotion du flag dès l'âge de 6 ans, 7 ans, en créant des clubs à proximité du club de football américain et en faisant de l'animation scolaire. Et donc, on a mis en place mon emploi pour faire ça. Donc, il y a eu un premier club de créé en septembre 2020 qui s'appelle les Panthères des Glonnières. Il y a eu quelques mois plus tard un deuxième club qui s'est créé qui s'appelle les Lions des Sablons. On a travaillé sur 2 autres créations qui n'ont pas encore vu le jour, mais qui vont bientôt voir le jour. Les Jaguars, les Aigles. Et ensuite, on va mailler le territoire d'encore plus de clubs et on va se départementaliser. Et l'idée, c'est que demain, tous les jeunes qui seront passés par l'école primaire auront fait au moins un cycle de flag et auront dans un coin de leur tête que le club local, donc c'est les Caïmans, leur permet l'accès à la pratique et qu'ils pourront intégrer le football américain ou le flag par le club des Caïmans. Et l'idée aussi, c'est qu'ils puissent jouer dans leur club de quartier le plus longtemps possible et qu'on ait un championnat, on a des tournois régulièrement, etc. Et c'est ce qui a fait que nous avons une équipe Caïman U12 qui a été si performante au niveau national et ces 2 dernières années parce que nos jeunes, ils jouent beaucoup et ils jouent souvent, voilà. Et on va aussi maintenant recruter les meilleurs dans les équipes de quartier. Donc en fait, c'est tout Donc là, simplement essayer d'avoir le même fonctionnement que tous les autres sports. Quand il y a un club très important en local, euh, qui attire les meilleurs joueurs de tous les petits clubs locaux, départementaux, et d'avoir un département avec un maillage suffisamment important pour avoir des clubs un petit peu partout. Donc on part de très très loin, à côté des autres disciplines. Mais nous, on a voulu attendre après personne. On ne voulait pas attendre que ça se développe dans les autres clubs à 1 heure ou 2 heures de route. On voulait le faire nous-mêmes et on voulait être en capacité en 2 arrêts de tram, d'aller d'un club à l'autre et de faire un match. Et ça permettait de jouer ça régulièrement. Et donc, les tournois de la Jungle League, ils font se croiser les équipes de clubs que j'ai citées et aussi les équipes qui sont créées dans les écoles sur la base de nos cycles d'animation. C'était quand même, pour donner un exemple, l'année dernière, 75 classes sur des cycles de 6 séances. Ça faisait 1300 élèves qui ont fait du flag. Et comme on fait ça depuis 4 ans, bientôt, tous les élèves qui seront au collège au Mans auront joué un peu au flag. Donc. parce que là, tu parlais des clubs que tu as créés. Donc, les clubs que tu as créés, c'est des clubs fédéraux, donc qui sont Oui, affiliés à la des vrais fédération. clubs. C'est des clubs que de jeunes, du coup. Que de jeunes. Et donc, ces clubs-là, donc, tu en as 2 aujourd'hui qui sont créés sur Le Mans, bientôt 4. Et donc, ces clubs-là, et donc, qui s'entraînent comme un club normal, c'est-à-dire la semaine, le soir. Et en plus de ça, du coup, quand tu dis qu'il y a des clubs qui se créent dans les écoles, en fait, c'est les équipes à travers les cycles de 4 mois qui font. Et à la Ouais, fin, voilà, ils sont... c'est pas des clubs, c'est des équipes qui se créent. Et là, on a mis en place un projet qui s'appelle Choisis ton camp. Les écoles qui travaillent avec nous, on leur propose de choisir dans un catalogue un logo et un nom. Et on va prendre un nom, par exemple, l'école Jean Jaurès va choisir peut-être les Tigres avec le logo et tout qui va bien. Et demain, les Tigres de Jean Jaurès deviennent une équipe et participent au tournoi de la Jungle League. Tout est gratuit.
Les Et tournois, ils c'est quand? viennent. C'est le mercredi après-midi ou c'est... Les tournois de la Jungle League sont des samedis après-midi. D'accord. Donc en Donc dehors c'est sur du hors de la temps période scolaire. scolaire. Donc ils s'entraînent sur leur période scolaire et ils savent qu'ils ont le tournoi. C'est quoi? C'est tous les samedis après-midi? Non, C'est un non, samedi? c'est les samedis qui précèdent les vacances scolaires, toutes les petites vacances. Donc t'en as 4-5 dans l'année? Ouais, c'est ça. Donc là, t'as combien de classes qui viennent sur le tournoi là? Bah, en équipe, ça varie, ça va de une douzaine pour les petits tournois jusqu'à on est monté au plus fort à 27 équipes au total. Donc ça peut faire beaucoup de monde sur le terrain. Putain, 27 équipes sur un samedi après-midi, c'est costaud, on en regarde, hein. Ouais, après cette fois-là où ça a été vraiment le débordement général, on s'est dit bon plus jamais, on a restreint un peu les catégories d'âge, on a fait ça différemment pour plus faire exploser comme ça avec 200 gamins qui arrivent et Ouais. 27 équipes sur un terrain, c'était un peu difficile, mais sympa. Et je lisais sur une interview que tu as donnée à Sportmag l'année dernière que vous avez fait 170 classes sur 3 ans. Donc là, vous avez fait un an de plus. Et on a Donc fait là, vous avez atteint... 75 classes de plus cette année, donc du coup, c'est combien le chiffre que tu tu disais? tenais 170 classes sur 3 ans. Ouais, bah c'est ça. Donc là, on doit être à 240, presque 250 classes en 4 ans, quoi, un truc comme ça. Donc c'est pour Et est-ce ça. que c'est toujours les mêmes âges? Ou par exemple, moi, j'ai eu une animation l'année dernière et là, je change de classe, mais j'ai encore une autre animation. Ah ouais, bah, nous, on propose dans les écoles de faire toutes les classes. Des années, on fait les CE2, CM1, et puis l'année d'après, on va faire les CM1 et CM2. Donc, il y a des élèves qui auront fait plusieurs cycles avec nous. Et il y a des D'accord. écoles qui nous prennent absolument toutes les classes. Donc, il y a des élèves qui font un cycle de flag en CP, puis CE1, puis CE2, puis CM1, puis CM2. Et quand tu dis qu'ils jouent beaucoup plus souvent, c'est parce qu'ils s'entraînent chaque semaine, une fois par semaine, plus le tournoi avant les vacances. Sur les clubs de quartier, c'est même un peu mieux que ça. Déjà, on a fait le choix de ne pas aller s'entraîner sur les terrains municipaux qui sont un peu à l'extérieur des quartiers. On s'entraîne sur des city-stades ou des aires de jeu qui sont vraiment au plus proche des habitants, au cœur du quartier. Et on s'entraîne 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi après-midi. Et on fait pas de pause pendant les grandes vacances et les petites vacances. Donc, à part les 2 semaines de Noël, il y a 50 semaines d'entraînement et c'est gratuit pour les jeunes. Donc, ça leur fait beaucoup de temps d'entraînement. Puis après, donc, il y a les tournois, entre les tournois de la Jungle League, les tournois Open Flag maintenant, puisqu'on les emmène. On a des Open Flag sur la Ligue des Pays de la Loire et avec les clubs à proximité comme les Normands de C, L'Ankou, de Rennes, qui ont des belles structures de flag. Donc, ce qu'on appelle tournoi Open, c'est tout simplement voilà, des tournois fédéraux de Ligue ou Interligue. Et après, on rajoute aussi le process NFL Flag. Donc, pour certaines équipes, ça fait, je dirais, au moins 8 regroupements par an et puis une centaine d'entraînements possibles. Et donc, tes équipes euh, qui sont dans les écoles et tes équipes qui sont dans les quartiers, comment tu les encadres? Alors, on a une équipe d'animateurs au comité départemental avec, donc je le citais tout à l'heure, un agent de développement qui s'appelle Germain Lévrard. On a un vacataire qui a été formé par nos soins, qui avait démarré en service civique, puis CQP, puis BPGEPS, et qui est désormais vacataire. Nous avons un jeune qui est en contrat d'apprentissage, parce qu'on essaie vraiment de valoriser l'insertion professionnelle, donc on met tous nos moyens là-dessus. Et puis ensuite, on a 3 jeunes en service civique. Donc on a une équipe de 6 personnes. C'est le minimum en tout cas pour assurer tout ce qu'on doit assurer. Donc là, c'est ces 6 personnes-là qui font mercredi après-midi, samedi après-midi, les entraînements de club, qui vont les différents jours de la semaine sur les créneaux de sport des différentes écoles, de toutes les différentes équipes d'écoles, classes que vous avez. C'est ça? C'est ça, exactement. Et ils font des stages pendant les petites vacances et ce genre de choses. Et ils ont quoi comme programme? Qu'est-ce qu'ils ont comme coaching? C'est quelque chose qui a été mis en place par toi? Il y a je sais pas, un playbook, hein? Comment ça se passe? Bah déjà, ils sont tous diplômés à minima d'un C1.
de flag, qui donc pour les services civiques, ils le passent quand ils démarrent leur service civique. Il y en a donc 3 qui sont BPGEPS ou en cours de l'obtenir. Ensuite, on utilise des petits playbooks très très simples. On n'est pas sur du technico-tactique, hein, on est vraiment sur du. On a adapté aussi les règles à l'environnement. On a fait évoluer les règles. Je donne un exemple. On tolère plusieurs passes en avant par action pour que ce soit beaucoup plus fun. Et en faisant ça, on multiplie les lancers, on multiplie les réceptions. Tout le monde est concerné par chaque action jusqu'à son terme. À la différence du flag où lorsque c'est pas toi qui attrape la balle, bah, tu deviens spectateur du jeu jusqu'à la fin de l'action. Donc là, on a mis en place des petites règles qui font que c'est beaucoup plus ludique. Il n'y a pas vraiment de compétition à ce niveau-là. En revanche, lorsqu'ils rejoignent le club des Caïmans, pour ceux qui le font ou le feront, bah là, après, on joue avec les règles fédérales, quoi. Le truc, c'est que c'est vraiment fun. Il faut que ça soit ludique et qu'ils aient plaisir à venir. Donc, Parce quitte que à là, ils changer ont un quel petit âge, peu là? les règles, c'est pas grave. Ils ont entre 6 et 13 ans, c'est ça? Ouais, globalement, ouais. Et alors, enfin, c'est fou comme projet, mais t'as 6 personnes un peu à ta charge, même s'il y en a 3, c'est des services civiques. Je sais plus exactement comment c'est financé. Mais comment toi, tu finances ce projet de la Jungle League? Beaucoup par les subventions. Beaucoup par les subventions. Là, on a par exemple obtenu une subvention qui s'appelle les 1000 emplois sociaux sportifs, donc qui est une aide de 20 000 euros par an pendant 3 ans. Beaucoup de dispositifs tels que le FDVA, le projet sportif fédéral, les cités éducatives, le contrat de ville, la subvention du département, des aides de députés, des fondations aussi, beaucoup qui nous ont aidés, la fondation Vinci, la fondation Impact 2024, là récemment la fondation de la Caisse d'épargne, en lien avec l'insertion professionnelle. Donc oui, le nerf de la guerre pour financer les emplois, c'est ça, hein, c'est de trouver des subventions. En fait, On a eu toi, un peu d'aide privée, mais pas beaucoup. un de tes boulots en tant que CTR, en fait, c'est de trouver tout ce qui existe un peu comme financement fédéral dans la ville, dans le département, que Mm. parfois tu connais pas, mais c'est à toi d'un peu de défricher et de connaître au final. Ouais, alors après, il y a des dispositifs locaux qui sont inhérents à chaque département ou chaque commune. Depuis l'année dernière, là, on a travaillé avec le département du 53, la Mayenne, qui a souhaité faire entre guillemets un copier-coller de la Jungle League à leur sauce, avec leurs contraintes aussi, avec leurs moyens. Mais ils ont déjà mis en place un salarié. Ils ont déjà fait les premiers tournois. Ils interviennent dans les écoles. Ils sont allés chercher beaucoup de subventions. La présidente qui est hyper active, ben, elle a pris les bonnes informations. On échange de temps en temps. Ils ont eu aussi un service civique de la fédération l'année dernière. Donc ça peut marcher. Voilà, il faut juste avoir très envie, être bosseur et puis pouvoir y consacrer du temps. Mais Ça, et donc je suis content parce que ça va marcher là-bas. en Mayenne, c'est le CTR de la Mayenne? Comment ça fonctionne? Qui gère ça? En fait, le CTR, il est régional. Donc moi, je suis au niveau de la Ligue des Pays de la Loire et sur la Ligue des Pays de la Loire, il y a 5 départements. Donc il y a la Sarthe, 72, et la Mayenne, 53, plus 3 autres départements. Moi, mon objectif, ça serait d'arriver à convaincre et inciter les 3 autres départements que c'est faisable, que c'est réalisable, que certes, il faut investir un petit peu de temps et de moyens, mais le pari, vaut la chandelle parce qu'on le voit au Mans. Les chiffres dans les catégories jeunes, depuis quelques années, ils sont clairement au-dessus de la moyenne nationale. Et ça fonctionne très très bien. Et puis bon, bah là, le sommet de l'iceberg, c'est l'équipe U12 qui est partie à Orlando, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le reste aussi. Et quand tu dis que la présidente en Mayenne, elle est très motivée, c'est la présidente de quoi, du coup? Qui porte Du vraiment le comité projet en Mayenne? départemental de la Mayenne, Katia, salut.
Voilà, qui est très dynamique et qui en un an a fait des choses incroyables, quoi. Donc je suis super content pour eux. Et puis c'est Rien à voir encore avec la montrer à tout le fédération. monde que c'est faisable. Ils ont rien à voir avec la fédération, c'est vraiment le comité Ouais, c'est ça. Dans l'organisation du sport en France, il y a d'abord les fédérations, Mhm. ensuite les ligues régionales, au niveau de chaque région administrative, les comités départementaux, D'accord. donc départementaux, et qui viennent d'obtenir en plus là, depuis très récemment, la reconnaissance fédérale. Donc les comités vont en fait être reconnus comme des clubs avec un compte extranet, etc. Et puis ensuite, en dessous, il y a les clubs. Mais le comité D'accord. départemental, qui n'existe pas partout, lui, il a pour but de fédérer les clubs de son département, d'organiser la pratique, de proposer des championnats quand c'est nécessaire, d'aider à l'emploi, d'aider à la structuration. Voilà. C'est comme une mini-ligue régionale, mais vraiment fermée au département. D'accord. Et alors, juste pour être clair, les écoles qui vous sollicitent, pour eux, ça a un coût ou pas? Oui, il y a un coût de la prestation de 6 séances. Pour certaines écoles, celles qui sont basées en quartier politique de la ville, qui vont être en situation REP ou REP+. Il y a le dispositif dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'existe pas dans toutes les villes, qui s'appelle les cités éducatives. Et c'est une enveloppe, en fait, financière, qui est attribuée à des associations et à des écoles pour pouvoir faire de la pratique, pas uniquement sportive, hein, culturelle, diverses et variées, à la fois sur le temps scolaire et qui ait une continuité éducative sur le hors temps scolaire, donc en allant vers les clubs. Et ce qui leur plaît chez nous, c'est que il n'y a pas de frais de licence, tout est gratuit et que c'est donc 50 semaines par an et qu'on occupe vraiment les jeunes à coût zéro. Et donc on se fait financer beaucoup de cycles d'animation scolaire pour les écoles en quartier politique de la ville grâce à cette subvention-là. Et puis pour d'autres écoles, ça va être pris sur les fonds de l'école, l'association des parents d'élèves, ce genre de choses. Et juste pour savoir, ça coûte combien une prestation 6 séances? Nous, on le propose à 180 euros pour 6 séances, avec un tournoi qui ponctue donc la sixième séance, c'est un tournoi. Petit diplôme offert, etc. Et puis bah, c'est négociable parce que des fois des écoles nous disent on aimerait bien en prendre plus, mais on n'a pas les moyens. Est-ce que bah, ils Ouais. essayent de tirer les prix, quoi. Donc Comme en tout général, produit, plus t'en prends, plus tu peux faire de resto, quoi. parce que quand on vient dans une école et qu'on sait qu'on va avoir 6 classes dans la journée, bon, bah, on peut se Oui. permettre de réduire un petit peu, quoi. Du moment que ça vient financer notre agent de développement et nos actions in fine, voilà, on cherche pas à faire des bénéfices forcément. Évidemment qu'il faut toujours avoir conscience que le financier, c'est ce qui va nous permettre de vivre. Mais on est là pour développer la pratique avant tout et faire du mieux qu'on peut, parfois avec les sous qu'on n'a pas, mais c'est pas grave, il faut le faire. Ouais. Mais là, ce qui est beau, c'est qu'en plus, bah, vous avez 6 emplois, donc on peut presque dire que vous avez créé 6 emplois. Ces personnes, ces animateurs, tout ça, c'est des gens qui sont issus de la formation Caïman ou rien à voir? Ouais, alors, bon, dans 6 emplois, il y a quand même 3 services civiques, donc c'est pas de Ouais. l'emploi, c'est de la mission volontaire. Mhm. Mais on propose aux plus motivés, en tout cas, de rester après leur service civique et que nous, on prenne en charge des contrats d'apprentissage. Donc, contrat d'apprentissage pour pouvoir passer un BPGEPS ou parcours emploi compétences pour pouvoir passer un CQP. L'idée, c'est de faire de l'insertion pro en formant les gens, qu'ils aient un diplôme, et puis ensuite essayer soit nous-mêmes de les salarier, soit de leur permettre via aussi une association qui est très importante et très utile, qui s'appelle Profession Sport et Loisirs, qui peut leur trouver du boulot. Donc, c'est pas formation Caïman, c'est formation comité départemental, mais oui, on les forme nous-mêmes du coup, puisque tout leur temps, et il Mhm. est avec nous sur les écoles et sur les quartiers. Donc, quand ils sortent de là, ils sont plutôt bien formés et puis ils ont de l'expérience et un diplôme et donc ils peuvent trouver du boulot. Il y en a qui sont plus avec nous là que j'ai pas cité parce qu'ils sont partis à droite à gauche.
Mais on est rendu à notre 4e contrat d'apprentissage, plus deux parcours emploi compétences. Donc, c'est quand même 6 personnes sur les 3 dernières années, bientôt 4, qui ont pu en bénéficier. Donc, c'est chouette. Bah, franchement, c'est fou, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs en France qui peuvent dire la même chose. Et que ce que je voulais dire par la formation Caïman, c'est des jeunes issus du club que tu sens Non, motivés, c'est déterminé, ou ça peut venir d'autres non, clubs ou même d'autres sports? non, on a fait le choix de pas travailler avec des jeunes du club, justement. Moi, j'ai voulu vraiment qu'il y ait qu'il y ait pas de compromis, en fait. Quand on a vraiment une D'accord. relation professionnelle, et il s'est trouvé on a eu personne issu du club qui soit passé avec nous en formation professionnelle. Ça peut Donc, c'est arriver des demain, jeunes d'où alors? qui ont été recrutés sur les missions de service civique d'abord, avec Mhm. des candidatures ouvertes. Mais je ne souhaitais pas, dans un premier temps, travailler avec des jeunes du club. Maintenant, ça a changé. Là, par exemple, les jeunes qui sont avec nous en service civique cette année sont tous issus du club. Ok. Ok. Ils font du bon Et boulot, alors, d'ailleurs. dernière question un peu financière. La manière dont vous avez structuré tout ça, est-ce que tu penses que c'est pérenne? Ou puisque tu me disais que, par exemple, la subvention que tu avais de 20 000 euros pendant 3 ans, va falloir se rebattre dans 3 ans pour continuer à espérer un projet pérenne. Eh bien, bon, bah, déjà, cette subvention-là, c'est un one-shot. Il y en a eu 1000 en France. Donc, déjà, on est plutôt content d'avoir obtenu. Ça va nous aider effectivement à avoir 3 années un peu sereines devant nous. Mais quand on regarde le bilan comptable de l'année dernière et même le précédent, ça peut faire peur. On avait réussi quand même à mettre pas mal de trésorerie de côté sur les premières années, donc on s'en sort bien. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On est dans un contexte actuel où il y a des baisses de subventions de partout. Là encore, il n'y a pas longtemps, ils venaient de couper les services civiques. Et puis, en attendant que le budget soit voté, on a appris aujourd'hui que ça y est, ça repartait. Donc, on ne sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé. En Pays de Loire, on est particulièrement impacté par les baisses très importantes par le Conseil régional des Pays de la Loire envers les associations. Donc, on sait qu'on est dans une crise financière, mais bah, à tous les niveaux de l'État. Il n'y a pas que le sport qui est impacté. Mais ouais, souvent, quand il y a des coupes budgétaires, le sport et la culture sont les premiers à passer à l'as. Donc, voilà, moi, comme je disais, hein, j'ai créé mon club déjà, un club en 2001. Donc, j'ai vu l'évolution du truc, toutes les subventions qui sont apparues, puis qui ont disparu, les aides à l'emploi qui sont apparues, puis qui ont disparu, Mhm. les baisses de subventions régulières. Donc, voilà, on le sait. À nous d'être opérationnels. C'est pour ça aussi qu'on va chercher des financements auprès de toutes les fondations possibles. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Je pense que pour au moins les 3 années qui viennent, on est bien. Et puis, ben, après, on verra. Et là, j'ai l'impression que votre projet, il est un peu, vous êtes un peu tout seul sur une île, mais peut-être que je me trompe. Comment il est votre lien avec la fédération sur ce projet-là? Il est très bon. C'est vrai que depuis qu'on a mis ça en place, la fédération a un œil très bienveillant envers notre projet. Je trouve qu'on est très très bien accompagné justement par Cléa Forêt et ses équipes. On a un vrai soutien de ce côté-là. C'est quoi son rôle à Euh, Cléa? Pardon? C'est quoi le rôle de Cléa à la fédération? Elle est responsable des politiques sportives, du développement, de l'accompagnement aux ligues et l'accompagnement aux projets de développement, accompagnement à la professionnalisation aussi. Donc elle a vraiment un rôle clé de proximité et d'accompagnement envers les différentes structures affiliées à la fédération. Et c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais elle fait vraiment un super boulot. Tout le monde reconnaît elle est très très présente et à l'écoute. Donc je sais que nous, par exemple, bah, ça nous a beaucoup aidé. Donc la fédération, à travers elle et d'autres personnes, et un regard plutôt bienveillant sur ce qu'on fait. Sur une île, je pense pas. Il y a ce qui est fait par Jean-Philippe Delporte dans le Nord, par Alexandre Turpin
en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai été en contact, moi, avec d'autres clubs et comités qui m'ont demandé comment on pouvait mettre ça en place. Je vous ai parlé du 53 qui était en train de se mettre qui existe depuis 1 an et qui fait du très bon travail. Donc, je pense que petit à petit, ça va grandir, ça va grossir, mais de toute façon, ça ne tient que sur la volonté des personnes. Trouver des bénévoles qui ont vraiment une vision à long terme sur ce que c'est que la structuration d'un programme de football américain sur le long terme, et pas d'avoir une vision court-termiste ou de ne penser qu'aux seniors. Donc ça, il y a encore beaucoup trop de gens qui sont malheureusement dans cet état d'esprit-là, mais il y a aussi des personnes qui ont une vision, qui veulent mettre l'accent sur les jeunes, qui ont compris que l'avenir, c'est les petits. C'est aussi ce qui permet de rentrer des sous, c'est ce qui permet de financer des emplois. Et donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de structures comme la nôtre, que ce soit des ligues régionales ou des comités départementaux ou des clubs, vont mettre ce genre de dispositif en place. J'ai pas cité Poitiers aussi qui fait du bon boulot là-dessus. Donc voilà, il y a quand même de plus en plus d'exemples, et honnêtement, je les connais pas tous, donc je dois en oublier que je suis désolé, je ne connais pas, mais de plus en plus d'endroits en France où ça va se mettre en place. Et puis c'est tant mieux, mais voilà, faut être motivé, faut être déterminé, faut avoir le courage d'investir un peu d'argent et d'aller chercher des subventions, et puis de mettre ça en place, parce qu'il y a trop d'endroits en France où c'est que un projet d'adulte, un projet senior, et il y a 3 U17 et 5 U20 dans le club, quoi. Donc, mais je pense que il va y avoir, j'espère, une prise de conscience. Il y a des lignes qui vont ça. bouger. Hein. Mais là, tu me disais un peu avant, c'est pas facile et ça reste un challenge financièrement d'avoir les subventions, etc. Et néanmoins, vous souhaitez sur cette nouvelle Olympiade démarrer une phase avec des collégiens, donc c'est-à-dire, on va dire, se rajouter une difficulté en plus. C'est quoi cette envie supplémentaire? Une dinguerie, je pense. Non, mais on a travaillé sur la première Olympiade, donc Paris 2024. On avait 4 ans devant nous. On a travaillé sur 2 axes majeurs. C'était Le Mans Métropole, donc avec les petites communes environnantes, mais vraiment adjacentes, et le travail dans les écoles primaires. Maintenant qu'on a mis en place quelque chose qui commence à avoir de l'allure, qui est pas terminé évidemment, mais qui commence à vraiment qui porte ses fruits. Hein, voilà, encore une fois, on voit les U12, ce qu'ils ont fait, etc. On passe au deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire que on veut intégrer les collèges et travailler sur les collèges en plus des écoles primaires, donc sur toute l'Olympiade à venir, et on va s'étendre un peu sur les communes avoisinantes sur le département. Donc oui, c'est un challenge, mais c'est aussi pour ça qu'on essaye d'avoir une équipe d'animateurs assez complète. Et puis on fera avec nos moyens de toute façon, mais l'idée sur les collèges n'est pas d'intervenir comme on le fait sur les écoles primaires, mais puis on pourra pas de toute façon, mais c'est de faire de la formation des enseignants, que eux ensuite ils prennent en main le truc, et qu'on leur vende aussi le projet de Choisis ton camp, et que le collège machin bidule, ce soit demain les griffons du collège machin bidule contre les léopards du collège machin bidule, et qu'il y ait de la pratique intercollège où on mixera également les clubs, et qu'on reproduise à l'étage des collégiens ce qu'on a mis en place plus ou moins sur les écoles primaires. Bon, on se revoit dans 2-3 ans pour voir comment ça fonctionne alors. J'espère que j'aurai des bonnes nouvelles. Juste pour revenir sur la Jungle League, tu me disais que aujourd'hui tu as 5 jeunes qui sont issus de la Jungle League, donc vous avez récupéré dans des écoles ou dans des équipes de clubs de quartier qui ont rejoint les Caïmans et notamment l'équipe U12. 5, on peut se dire que c'est pas beaucoup par rapport au nombre d'élèves que tu as touchés. Toi, tu estimes que c'est déjà une belle réussite? Oui, surtout que c'est des jeunes qui ont démarré. Alors, il y en a un qui a démarré au Panthère des Glonnières, un au Jaguar de Coulennes, et puis 2 autres au Lion des Sablons, qui ont été repérés aussi. C'est-à-dire que c'est pas tous les jeunes qui rejoignent les Caïmans. Nous, on essaye vraiment que si un jeune vienne de l'école primaire qui se trouve sur les quartiers des Sablons, qu'il ne rejoigne pas les Caïmans, qu'il aille au contraire au club qui est à proximité de son domicile. En revanche, quand il y a un talent qui saute aux yeux,
fort de l'expérience qu'on avait eue l'année dernière d'aller aux États-Unis une première fois, qui était une totale surprise. On n'avait rien préparé, c'était arrivé comme ça. Mais depuis cette première expérience, on s'est dit, dès qu'on est rentré, bon, comment on fait pour y retourner? Parce que c'était quand même génial. Ça a apporté énormément de notoriété au club. Ça a été un rêve éveillé pour les gamins et pour les parents. Donc l'idée c'était voilà, qu'est-ce qu'on met en place, comment on le met en place pour que on soit de nouveau opérationnel l'année prochaine. Et donc En on a fait, aussi été recruter quelques jeunes. ça fait presque office de un peu le Stade Toulousain qui va choper les talents, les meilleurs talents dans les clubs aux alentours de Toulouse, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est comme dans tous les sports, il y a un club. Voilà, moi je disais, j'ai grandi à Nantes, le FC Nantes, c'était incroyable cette formation dans les années 90, avant et un peu après encore. Mais tous les clubs de Loire-Atlantique, ils rêvaient d'avoir un de leurs jeunes qui partent au FC Nantes en U12, U13, U15, etc. Et en fait, c'est ce modèle-là, moi, que j'étais bercé, j'ai eu la chance, en tout cas, d'être bercé par ce modèle-là quand j'étais jeune et que j'aimais encore le ballon rond. Et Nantes, c'était vraiment le modèle national. Et moi, je trouve que c'est le modèle le plus vertueux que l'on puisse avoir, c'est-à-dire des clubs partout, et puis les meilleurs athlètes, garçons et filles, qui évoluent vers la locomotive locale et qui peut leur permettre d'aller vivre des trucs qu'ils vivraient pas forcément avec leur club de base. C'est ce qu'on vit dans tous les sports, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on le fait aussi en bonne concertation avec les parents parce que on connaît hyper bien tous les parents de nos jeunes. On échange beaucoup. Je pense à un jeune, ça fait 6 mois, ça va faire 8 mois, 9 mois déjà qu'on échangeait avec la maman, lui disant bon, si il rejoint notre club, préparez quand même le passeport parce qu'il y a une petite chance qu'il aille aux États-Unis. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est aussi beaucoup de relationnel. Et ça me permet de dire quelque chose qui est très important parce qu'on parlait de la Jungle League, du développement, etc., de tout ce que nous on fait, mais il y a aussi tout ce que ça nous apporte. Et ce que ça nous apporte, outre le sportif, c'est notamment une armée de bénévoles que je salue. Une armée de bénévoles au club, au comité départemental. Pour donner un exemple, samedi, on avait des élections. On a réussi à pourvoir 4 bureaux avec 3 personnes pour chaque bureau, donc 12 personnes, toutes différentes et toutes issues des familles ou je dirais toutes issues des familles de nos jeunes. Donc c'est aussi un retour. Alors, retour sur investissement, c'est pas le bon terme, mais c'est un retour en tout cas un juste retour des choses qui fait que plein de parents s'investissent pour nous aider parce qu'ils voient ce qu'on fait et ils voient qu'on a besoin de bénévoles pour avancer. Chacun sa mission et puis ils sont tous super. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Et il y a 4 ans, on était 2-3 à gérer tout ça. Et aujourd'hui, comme je vous disais, là on va être 12 bénévoles, plus 6 animateurs, plus moi, plus d'autres, etc. Donc ça commence à devenir quelque chose de structuré. Et puis c'est vrai que là, le fait de partir à Orlando, ça met un coup de projecteur de fou, et même pour la région, pour les politiques, pour les écoles, ça fait vraiment, ça montre un peu la légitimité du projet, et ça vous inscrit encore plus dans le territoire, je suppose. Ah bah complètement. Alors bon, il y a que la région, ils font semblant de pas voir parce qu'ils n'ont pas de sous à donner en ce moment, donc ils font comme s'ils n'avaient pas vu. Mais non, au niveau, au niveau local, départemental, au niveau de la ville du Mans. Même les fondations, tu parlais tout à l'heure, ça donne aussi un projecteur. Oui, bah là, oui. Ça donne du sens, quoi, à votre projet, quoi. Ouais, quand la caisse d'épargne est venue nous remettre le prix départemental et qu'on leur a parlé, on leur a montré, on était déjà qualifiés pour Orlando, voilà, ça les a hyper intéressés. Donc en fait, bon, lorsque on a participé pour la première fois au tournoi qualificatif pour aller à Jeanbrun d'abord et puis pour aller à Orlando ensuite, comme je disais, on n'avait rien préparé, on y allait vraiment en pensant qu'on sortirait pas de Jeanbrun victorieux, hein. Très très clairement, c'était pas du tout un objectif, mais ça a mis un tel coup de lumière sur le club au niveau local et pas que, parce que bon, il y a quand même eu M6, il y a quand même eu des émissions nationales. Ça a mis un vrai coup de lumière. Et puis c'est vrai que
on avait vraiment à cœur de le refaire cette année et on était très très content de reparticiper parce que ça permet de médiatiser le club et puis nos actions, quoi. Écoute, en tout cas, on a beaucoup parlé du jungle. Moi, je trouve Merci ça hyper d'ailleurs. intéressant. C'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. On va passer maintenant sur le NFL Flag U12. Donc, c'est sorti via la NFL et via la fédération l'année dernière. Comment ça s'est présenté ce projet parce que tu disais que rien n'était préparé, que U12 c'était même pas une catégorie jeune qui existait en France. Donc, comment c'est arrivé au sein de ton club, au sein de ta région, et que vous vous êtes dit bon bah vas-y, on va tenter le coup avec les jeunes qu'on a. En fait, tout ça, la genèse de tout ça, c'est Los Angeles 2028. La Ouais. NFL qui est derrière pour la promotion du flag, on le voit là sur toutes les pubs qui sortent. Ils sont à fond sur le développement du flag en vue de préparer Los Angeles 2028. Ils ont passé des accords avec plein de nations. Et dans les accords, où j'ai pas tous les termes des accords, moi c'est entre la fédération française et la NFL, il y a notamment dans le package la qualification de la meilleure équipe nationale de club U12 pour ensuite aller représenter la France lors du week-end du Pro Bowl à Orlando. Et on a appris cela à l'été 2020. Il était demandé aux ligues d'organiser une phase qualificative régionale et de sortir un champion pour le 1er novembre, en gros. Donc, on s'est tous mis un peu branle-bas de combat, on l'a fait. Sur la Ligue des Pays de la Loire, il y avait les Yankees d'Angers, les Lions des Sablons, les Panthères des Glonnières et les Caïmans du Mans sur cette première édition. Voilà, donc déjà, on était content d'être champion régional, ça nous allait très bien. On est allé à la finale nationale à Jambouin qui accueille donc tous les champions régionaux. Donc on est 12, je pense. 12 champions issus des 4 coins de la France. Enfin, quand je dis on l'avait pas préparé, c'est qu'on n'avait pas l'ambition d'aller à Orlando, quoi. On se voyait pas, on n'avait pas projeté ça. Et puis c'est arrivé comme ça et tant mieux, hein, on était très contents. Donc là maintenant, on vient de faire la 2e édition du dispositif et on a vu qu'il y a de plus en plus de clubs qui jouent le jeu parce que voilà, comme je disais, hein, la première fois ça a été annoncé, ça a été Ça intéresse du pendant monde, quoi. l'été, et on avait très peu de temps pour s'organiser, donc c'était pas tout le monde n'avait pas programmé ça. Et là par contre tout le monde l'avait bien programmé, donc c'était sur les petites tablettes de tout le monde et il y a eu des tournois régionaux partout et il y a eu un très très beau tournoi final à Jambouin. Et puis voilà, ça s'est bien passé pour nous. Là, le niveau, je trouve que cette année, il était vraiment supérieur à l'année d'avant. Oui, oui, oui. Il est encore hétérogène, et vraiment. Mais les 3-4 meilleures équipes sont clairement meilleures qu'il y a un an. Et donc, l'année dernière, vous partez un peu par hasard à Orlando. C'est tout frais payé. Oui. Donc là, vous partez donc avec. Vous avez combien de joueurs? 10? Donc 10 12. joueurs, dont 2 filles. D'accord. Donc 10 joueurs, donc 2 filles, plus 2 encadrements. 2 entraîneurs, oui. Et on avait réussi à négocier cette année une 3e Ah bah, accréditation pour un coach supplémentaire. C'est payé son petit mais- voyage et il a pu coacher avec nous c'est là-bas. cool. Donc on était hyper contents. Ah ouais, bah ouais, c'est une belle expérience, hein. Bon, ça coûte un peu plus d'argent du coup, mais ça reste, je suppose, l'expérience presque d'une vie pour certaines personnes. Et du coup, comment ça se passe ce premier voyage à Orlando? Vous arrivez, vous savez pas du tout à quoi vous attendre. Les gens, peut-être ils ont joué au flag depuis, ça fait 6 mois qu'ils jouent au flag. Comment ça se passait? La première expérience, on est arrivé en terre inconnue. Bon, c'est très bien organisé, hein. Toutes les nations sont dans le même hôtel, qui est juste à côté du terrain où on pratique. Alors, on joue pas dans un grand stade, et puis il y a du public, mais il n'y a pas de tribune. Il se trouve que l'année dernière, il y avait en même temps toutes les finales américaines, c'est-à-dire que chaque État envoyait sa meilleure équipe U10, U12, U14, etc., masculin, féminin, mixte et tout. Donc il y avait une foule incroyable sur le lieu, avec je sais pas combien de terrains de flag. Cette année, ils ont décorrélé le tournoi international du tournoi américain pour pas que le tournoi international justement soit englué dans tout ça et qu'il puisse vraiment y avoir plus de médiatisation du truc.
Donc la première année, on est arrivé, j'avoue, voilà, on découvrait. Bon, heureusement, moi, j'avais eu des expériences des équipes de France, donc sur certains aspects, on avait pu anticiper les choses. Sur d'autres, on était complètement largués. Cette année, justement, ce qui était bien, c'était cette expérience. Il faut savoir qu'il y a eu que 2 équipes au monde qui ont participé à l'édition 2024 et qui se sont requalifiées pour l'édition 2025. Et dans les 2 équipes au monde, il y avait les Caïmans et la Chine. C'est qui les autres? Voilà, l'équipe qui représentait la Chine. Ok. Donc ça confère, c'est bien parce que pour les jeunes qui reviennent, donc on avait la chance d'avoir 6 jeunes de l'année dernière qui revenaient cette année. Ah ouais. Donc plus grands, plus matures, plus expérimentés, et du coup avec dans leur tête l'expérience de l'année précédente, sachant qu'on revenait cette année au même endroit, même lieu de pratique, même hôtel, tout. Et dans la tête d'un jeune qui a 11-12 ans, alors déjà qu'un adulte, c'est pas forcément évident de gérer son stress, mais vous doutez bien que dans la tête d'un enfant de 11-12 ans, c'est pas évident. Il y en a qui n'ont jamais pris l'avion, etc., etc. Donc, le fait de revenir au même endroit, de connaître l'organisation et d'avoir vraiment des repères, ça nous a beaucoup aidé, je pense. Et du Mais coup, là, oui, tu un vis peu les ça, grands là. frères pour les autres petits. Tu vis ça à 11-12 ans. Ça te crée une passion pour la vie, non? Ouais, je pense. Ouais, ouais. Ils sont déjà bien passionnés, hein, quand même, j'avoue, Ouais. les petits qu'on a. Mais non, oui, là, c'est encore plus, Et quoi. Tout est moi, ouais, j'ai une Mike. question à te poser. J'ai travaillé pour la Danone Nation Cup. Je sais pas si tu connais. C'est le championnat du monde de foot des moins de 12 ans, qui Ouais, ça me était du parle. coup géré par Danone. Ouais, Donc j'ai travaillé, j'ai fait 3 ou 4 ans. Enfin, du coup, j'allais juste les 2 dernières semaines sur la compétition et j'étais donc ce qu'on appelle Team Liaison Officer, qui est un peu ce que tu as fait avec l'équipe de chez Russie, qui était le lien entre l'organisation et l'équipe. Et je me disais, parce que c'était foot, tu jouais au Stade de France, c'était en France, j'ai commencé en France, c'était Stade de France, j'ai fait ça à Barcelone, à New York, et je me disais, mais les mecs, ils ont 12 ans, ils viennent du Sénégal, et c'est la première fois qu'ils mettent des chaussures, ou alors ils viennent d'un petit bled en Argentine. Ça se trouve, la chose la plus forte qu'ils vivent de leur vie dans leur sport, c'est à 12 ans, quoi. Et ils s'en rendent pas compte. ouais, alors après, on leur souhaite qu'ils vivent des émotions encore plus fortes après celle-ci. Mais c'est les premières, je pense, ouais, vraie grosse émotion. Savoir que chez nous, là, justement, je le disais, on a la première fois, bon voilà, ça s'est fait comme ça. On avait 10 joueurs, on avait sélectionné nos 10 joueurs en 2023 déjà, sur un contingent de 13 sélectionnables par rapport aux années de naissance. Cette année-là, on est passé à 25 enfants sélectionnables sur les années de naissance. Et déjà, rien que ce truc-là de passer le cut, parce que depuis le 1er Ouais. septembre, c'est pas qu'on leur met la pression, on leur dit, voilà, si tu veux avoir une chance, il faut faire ça, S'entraîner. ça, 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 il y a telle et telle et telle et telle étape. Et déjà, ceux qui ont reçu la lettre et qui ont passé le cut et qui étaient qualifiés parmi les 10 retenus pour faire le tournoi régional, déjà, on a senti qu'il y avait tout un process émotionnel quoi, qui s'est mis en place. Il y a ceux qui n'ont pas été sélectionnés, ceux qui n'y croyaient pas, puis qui l'ont été finalement, etc. Donc, ils vivent déjà un truc quand même qui est fort. Et puis, une fois qu'on a fait les tournois et qu'on s'est qualifié, là, après, on est complètement ils sont complètement dans l'euphorie et dans l'attente et l'expectative du truc, quoi. C'est normal. Mais j'espère que pour certains, ça sera un premier souvenir important. J'espère pour eux qu'il y en a qui reporteront un jour le vrai maillot de l'équipe de France, parce que là, on avait le maillot bleu, Ouais. mais bon, Ouais. on était les Caïmans habillés en bleu, mais il y en a qui, j'espère, un jour porteront vraiment le maillot de la sélection tricolore. Il est possible que dans les années à venir, la NFL étende un peu ce dispositif. Là, c'est U12, ça pourrait demain être U4. On a vu avec les filles qui sont allées à Tottenham au mois d'octobre dernier, il y avait une sélection française U14. C'est toujours dans le cadre du même partenariat avec la NFL. Elles sont allées voir un match de la NFL et faire un tournoi le lendemain avec quelques équipes européennes. Et ça, c'est incroyable aussi pour les filles parce que là, pour le coup, c'est vraiment une sélection des meilleures joueuses françaises Mhm. U14. Et puis Ouais. voilà, donc il y en a qui vont vivre des choses comme ça. Et puis je leur souhaite des émotions de plus en plus fortes. Et alors, j'ai vu dans la liste de l'équipe du Mans une mademoiselle Pavio.
Oui, il y a une certaine Jasmine Pavio et qui en était à sa deuxième participation, C'est ta fille? accompagnée d'une jeune Mina Gormezzano, toutes les deux meilleures copines qui se connaissent depuis la moyenne section et qui, l'année dernière, étaient les deux seules filles et pour dire la vérité, ne jouaient pas vraiment au flag, mais étant les filles des coachs, elles n'ont pas trop eu le choix. Pour que l'équipe soit éligible, il fallait deux filles. Donc elles y sont allées un peu contraintes et forcées et elles ont pris leur pied. Donc maintenant, elles font vraiment partie de l'équipe. Et puis cette année, elles étaient devant les autres filles. Pourtant, il y avait des nouvelles. Mais voilà, le truc, c'est que pour faire le tournoi le 1er novembre, il faut avoir fait une sélection, pour nous en tout cas en interne, au 15 octobre. Et pour être opérationnel le 15 octobre, c'est difficile d'arriver dans ce sport le 1er septembre et Ouais. d'être hyper compétitif ou compétitive 6 semaines plus tard. Donc ça s'adresse plutôt à des jeunes qui ont une année d'expérience. Là, pour l'année prochaine, je pense qu'on va être confronté à un problème. Il va falloir choisir des féminines et on s'est déjà dit qu'on va élargir. On n'aura pas que deux filles. On verra de quoi demain sera fait, mais on pense bien d'amener au minimum une troisième fille dans l'équipe parce qu'il y en a des très très méritantes. Donc, C'est beau de vivre 2 fois cette expérience-là avec sa fille, non? ouais, et puis on n'espère pas leur porter la poisse, mais peut-être qu'elles pourraient être les seules au monde à le vivre 3 fois. Mais, Elles ont encore là? oui, elles ont encore l'âge. Elles ont encore l'âge l'année prochaine. Elles étaient en CM2 Ok. quand elles ont fait leur première compétition. Et donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais ça serait assez, À assez commencer drôle. à cet âge-là, peut-être que c'est la future Elisa de Santis. Et ben peut-être. Non, il n'y a qu'une Si seule elle, Elisa De Sanctis. Et après, il y aura d'autres ouais, personnes, il a mais il qu'une. n'y en a qu'une seule Elisa. Ok. Et alors, pour revenir sur cette saison 2024, moi j'ai joué de pas mal d'années au Blue Star de Marseille et je parlais avec coach Fantavong qui me disait que ce qu'il a vécu à Jean-Bouin, c'était une des meilleures émotions et expériences de sa vie sur toute sa carrière footballistique. C'était comment ce tournoi à Jean-Bouin cette année en 2024? Ah bah oui, oui, oui. Moi aussi, je comprends ce qu'il veut dire. Personnellement, pour avoir vécu ce qu'on a vécu la semaine dernière, bon, c'était encore plus. Mais effectivement, le tournoi à Jeanbouin, il est génial. Il est génial. Beaucoup d'équipes, il y a vraiment de l'intensité. On a dû jouer 7 matchs parce qu'on s'est rencontrés du coup avec les Blue Stars en finale. On en était à nos 7e match de la journée. Voilà, donc il y a les émotions des petits, ça va très vite, il y a de l'intensité, on a pas beaucoup de temps de réfléchir. On sait qu'il faut être très vite, très performant. Et puis on a fait une belle finale en plus. C'était vraiment un beau match. Donc c'est vrai qu'en termes de flag jeune sur le territoire français, je pense que ça n'a pas d'équivalent. Bah, surtout dans un stade comme ça, je veux dire, même quand tu joues à n'importe quel niveau de flag ou de foot américain, personne joue à Jean-Bouin, quoi. Donc c'est un peu un privilège. Ouais, il y a C'est nous et les mousquetaires. Voilà. Et alors, donc, cette année, vous regagnez donc, une très belle finale face au Blue Star, qui était vraiment talentueux aussi. Et vous partez à Orlando. C'est quoi la différence d'expérience, mis à part le fait que moins de stress? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la semaine, comment ça se passe? Nous, on est tous curieux de savoir, on voit les vidéos que vous avez mises sur Instagram, le Pro Bowl, les skills, challenge, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Alors déjà, tous les crédits photos, vidéos, c'est Guillaume Didley à la fédération qui a fait des photos et des vidéos de malades. On est trop contents. Ouais. On arrive le mercredi. Après une journée de voyage, toujours un peu fatigante. Puis bon, premier décalage horaire, tout ça, pas évident. Le jeudi matin est dédié et à la fois aux interviews, médias, etc. et à l'enregistrement des équipes. Donc les jeunes reçoivent leur dotation. Donc c'est un peu Noël pour eux là parce que ils ouvrent les sacs, les cartons et tout ça. Il y en a partout, des casquettes, des goodies, des sacs, les tenues équipe de France. Savoir qu'on avait nous reçu déjà par la NFL les tenues, donc sweat, t-shirt, short, chaussettes que la NFL nous demandait de porter sur les moments, on va dire, les moments où les nations vont sur des événements. Et puis on avait aussi fait, grâce à un autre partenaire Intersport, on avait fait faire des super belles
vestes blanches qui sont vraiment très très belles, parce qu'on voulait voyager en équipe en ressemblant vraiment à une délégation. Donc le délire cette année, c'était de se dire voilà, on veut être remarqué en tant qu'équipe de France quand on va voyager, et il faut que ça se voit, quoi. C'était très très beau parce qu'on voit sur les photos avec leurs jolies petites vestes blanches. Voilà, donc le jeudi, une fois qu'on a passé l'enregistrement cette année, on était emmené à Disney Springs, qui est un énorme centre commercial attaché à, à Disney, à Disney World. Ouais, c'est très beau. Mais on n'avait pas accès au parc d'attractions, mais juste au centre commercial. Ils sont malins. Donc ça, c'était le jeudi après-midi. Et le jeudi soir, on a enchaîné avec le NFL Skills Challenge, qui est comment dire, un événement où tous les joueurs qui ont été sélectionnés pour le Pro Bowl de la NFC et de la AFC sont présents dans une immense salle, et il y a des concours de quarterback lancés de précision, de receveurs, de plein de choses. C'est un peu le Interville avec les joueurs de la NFL. Et donc nous, on était là, on était dans les tribunes pour regarder ça. C'était plutôt sympa. Et puis derrière, on rentre, hein, on veut se coucher tôt, et le lendemain 7 heures debout. Et puis premier match un peu plus tard cette année, je crois que c'était 10 heures le premier match, et on a enchaîné 2 matchs le vendredi matin. Là, on joue contre l'Irlande d'abord, qu'on gagne 33-6. On perd ensuite contre le Mexique 28-0. Il y avait une pause déjeuner, et ensuite on joue contre l'Australie, et on gagne, je crois que c'est 21-7 ou quelque chose comme ça. J'avais noté les résultats pour essayer de m'en souvenir. Je suis pas très bon là-dessus. Bon, enfin, en tout cas, ça n'a pas d'importance. C'était à peu près ça, les résultats. Avec l'enjeu pour nous qui était, voilà, quand on parle d'expérience, c'est de se dire, voilà, on sait qu'on va rejouer un match. On a joué notre deuxième match à 11h. Donc à 11h30, on a fini. On a la pause déjeuner, il fait 25 degrés, c'est moite, c'est humide, et on rejoue à 14h. Et ben, comment on fait pour être en forme, être vraiment pleine balle, parce que ce match-là, il est super important pour nous. Il détermine le classement à l'issue de la première journée, et du coup, ça détermine l'adversaire pour le huitième de finale. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on aurait moins maîtrisé l'année dernière, et que cette année, on avait complètement anticipé. À quelle heure il faut qu'on ait fini de manger, à quelle heure il faut qu'on reprenne, est-ce qu'on fait un entraînement long ou court, etc., etc., etc. Donc ça a bien marché, parce que franchement, l'équipe, elle a fait son meilleur match du tournoi l'après-midi contre l'Australie, et on n'était pas donné gagnant au départ, parce que l'Australie, c'est quand même une nation très sportive, et on jouait contre beaucoup de nations qui font du sport à l'école, qui font pas vraiment du sport en club, ils font du sport à l'école. Et en gros, l'UNSS pour eux, c'est le mode de Ouais. c'est le mode de Ils ont pas les pratique assos comme le en plus France. répandu. Donc on le sait aux États-Unis avec les high schools, mais pas que. Il y a le Canada, il y a le Mexique, etc., etc. Et l'Australie fait partie de ces nations hyper sportives. Et ils nous disaient, bah, nous, on joue au flag tous les après-midi, en fait. Donc nous, Wow. avec nos 2 entraînements par semaine, et des jeunes qui ont commencé l'année dernière pour certains, d'autres il y a quand même 2-3 ans. Là, c'était pas évident. Le challenge, il était relevé, et bah, ça s'est très très bien passé. Il faut dire qu'on avait une équipe un peu plus mature cette année, de la qualité, vraiment, enfin, vraiment des joueurs de top qualité. Et donc, c'est passé contre l'Australie. On était très contents. Ça nous a pas empêché de faire un huitième de finale le lendemain, parce que l'année dernière, donc ça fait 2 années en fait qu'on finit 6e à l'issue de la journée de poule. Donc déjà, on est régulier à ce niveau-là. 6e sur 12, du coup. Alors sur 13 cette année et 11 l'année dernière. D'accord. Donc l'année dernière, ils avaient gardé les 5 premiers directement qualifiés pour les quarts de finale, et les 6 autres devaient s'affronter. Les 3 gagnants rejoignaient les 5 premiers pour aller en quart de finale. Cette année, ils ont gardé les 3 premiers directement qualifiés pour les quarts de finale. Donc c'était le Japon, le Canada et le Mexique. Et toutes les autres équipes ont dû s'affronter sur un match coup près, huitième de finale. Et nous, on est tombé sur le Brésil. Pareil, le Brésil, l'année dernière, on les avait joués en match amical après le tournoi, et ils nous avaient battus. Moi,
bon, on se disait ça va être très dur le Brésil. Et puis finalement c'est passé, pareil, je crois 21-7. Ça c'était le samedi matin à 11h, premier match. Et puisqu'on s'était qualifié pour les quarts de finale, on a joué contre le Canada en quart et on perd 36-6. Après avoir mené, je tiens à dire quand même, on a mené 7-0. Il marque ensuite un touchdown et on batte la balle sur la transformation. Donc on mène 7-6. On remonte tout le terrain de nouveau. Un beau drive et malheureusement, on a un pick six à 3 yards de leur zone d'embut, pick six. Et ça, je pense que ça nous a un peu coupé les pattes parce qu'on savait qu'il fallait jouer le match parfait. Et voilà. Donc derrière, ça a été un peu plus difficile, mais on a quand même, on a fait notre maximum. Il n'y a rien à dire. De toute façon, le Canada bat le Japon 32-0 en finale. C'était des extraterrestres, vraiment un niveau stratosphérique. Donc il y a aucun regret à avoir. On ne perd finalement que contre le Canada qui termine champion du monde et le Mexique qui termine troisième. Et en demi-finale, le Canada bat le Mexique 19-18, alors qu'ils battent le Japon en finale 32-0. Donc vraiment, les deux meilleures équipes de tout le tournoi, c'était Canada-Mexique. Bon, on les a croisés sur notre route. Pas de chance et en même temps, le bonheur d'avoir joué contre des top nations et d'avoir brillé parce qu'on a eu des bons matchs. Franchement, on a quand même eu des bons matchs. Tu joues contre les meilleures nations au monde, meilleur niveau de ta classe d'âge, c'est des super souvenirs pour les jeunes. Ouais. C'est sûr que la pilule est moins difficile à avaler quand tu as perdu en quart contre le champion du monde qui est juste injouable, quoi. Injouable pour toutes les autres nations. Donc voilà, ça reste un très beau souvenir. Le tournoi est sur 2 jours? Le tournoi est sur 2 jours, ouais. Et une troisième journée pour les finalistes qui, eux, jouaient en levée de rideau du Pro Bowl dans le stade du Pro Bowl 2 heures avant le match. Donc le troisième jour où vous êtes parti au Pro Bowl dans le stade et vous avez pu voir la finale du coup Japon contre le Canada avant les pros de la NFL c'est ça de mémoire. À midi il y avait la finale, à 13h il devait y avoir la finale féminine, All-Star féminine. Alors je sais pas comment ils ont recruté les meilleurs, comment ils les ont sélectionnés. Elles avaient entre 16 et 18 ans à peu près. Et il y avait une équipe qui représentait la NFC, l'autre l'AFC. Je ne sais pas si c'est vraiment une sélection des meilleures filles de tout le pays ou si c'est plus régionalisé, je ne sais pas. Mais le niveau des féminines 16-18 ans, là, c'était quelque chose. C'était incroyable. Ah, c'était vraiment bien? Ah ouais, c'était incroyable. Ouais, ça joue de fou. L'année dernière, on les avait déjà vus jouer puisque donc les tournois américains et internationaux étaient au même endroit. Et moi, ça m'impressionne vraiment. On a l'habitude de voir les gars jouer au flag et tout ça, mais les filles, je trouve ça hyper impressionnant encore plus parce que peut-être je m'y attendais pas parce que je ne connaissais pas le flag féminin tout simplement par mes connaissances. Et j'ai été bluffé. Et le niveau qu'elles ont là pour les meilleurs qui ont fait le match All-Star, c'était vraiment fou, vraiment fou. Ouais, ils ont un gros programme. C'est pas le foot américain, c'est le flag chez les femmes, quoi, de toute façon. Ouais. Tout ce qui est école et université. Et c'est les règles IFAF 55? Alors non, là elle jouait à 7 contre 7. Donc là, vous passez la journée au stade, Pro Bowl. Ouais, et quand le match de flag du Pro Bowl démarre, nous on passe toute la première mi-temps, on va dire en gros au niveau de la zone d'embut ou la ligne de 10 du terrain de flag, et donc très proche du terrain, on voit les joueurs à 20 mètres, et c'est plutôt sympa de voir des gars comme Justin Jefferson faire un catch à 10 mètres de toi et mettre tout le monde dans le vent parce qu'ils s'amusent et que voilà quoi, pour les gamins c'était vraiment dingue. Et moi je me disais là quand je vois les vidéos, on a l'impression que c'est un peu dans un hangar sans tribune. C'est que des invités qui sont là. Il y a une grosse tribune derrière qu'on voit pas. C'est comment le lieu là-bas du Pro Bowl? Au niveau du stade du Pro Bowl? Ouais. Oh, c'est un stade, je dirais, qui fait bien ses 40 000 places à peu près. Ah oui, il est plein. C'est rempli. T'es
pas plein, mais peut-être rempli aux trois quarts ou davantage. J'ai pas trop prêté attention à ça, mais il y a quand même beaucoup de monde. Voilà, c'est un peu l'attraction du moment, quoi. Alors c'est sûr que quand on vient du football américain, on aimerait bien voir un match de football américain pour le Pro Bowl de la NFL, parce que quitte à ce qu'il n'y ait pas d'enjeu, quitte à ce qu'ils ne défendent pas, quitte à ce qu'ils ne jouent pas à 100%, moi personnellement, je préfère aller voir porter un casque. Mais du coup, le match de flag, ça finit sur des scores de basket, parce qu'ils défendent pas plus au flag qu'ils ne le faisaient au football américain, ce qui était reproché beaucoup par les spectateurs, les téléspectateurs qui regardaient le Pro Bowl. Ça devenait usant de voir un match de foot américain se terminer en 70-60. Mais du coup, c'est la même problématique en flag, parce qu'ils se déchirent pas, parce que ils jouent pas à 100%. Alors qu'un match de jeunes en flag, et c'est 1000 fois plus intéressant, parce qu'il y a de la compétition, tout le monde est au taquet, et tout le monde est à fond, voilà. Là, c'est le showcase un peu, et puis voilà, des fois c'est sympa à voir. C'est sympa, c'est surtout de voir les athlètes de la NFL faire une prestation à la fois. C'est de l'événementiel en fait, hein, plus que du sport. Donc voilà, ils sont en représentation. Mais pour les jeunes, c'était quand même chouette. Là, sur ce week-end du Super Bowl, ils ont fait un match de flag des célébrités, avec notamment des filles internationales comme Diana Flores, qui est la méga star chez les femmes, avec aussi le quarterback de l'équipe américaine, qui est Doucette, la méga star chez les hommes, et aussi des personnalités du monde sportif et autres. Et pour le coup, c'était cool parce qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux. Tu sentais qu'ils étaient beaucoup plus à fond sur le fait de mettre des moves, de marquer, de bien défendre. Et j'avais l'impression que même ce match-là était beaucoup plus intéressant à regarder qu'un peu le résumé du Pro Bowl des joueurs qui trottinent, alors que pourtant ils sont censés être 3 fois plus rapides que toi. Ouais, mais quand ils arrivent au Pro Bowl, les gars, ils sont juste ils font le service après-vente, quoi, mais ils font le minimum. Et encore une fois, pour moi, c'est pas du sport, c'est de l'événementiel. C'est une apparition, c'est un showcase. Et il y a effectivement, moi, je prends beaucoup plus mon pied à mater des U10 américains en tournoi qui jouent comme des sauvages, quoi. C'est incroyable. J'ai vu des petits courir des fades, plonger dans la zone d'embut sur un fade de 30-40 yards lancé par des petits QB de 10 ans. Ouais. Et là, tu te dis, bon, on est un peu en retard, nous. Mais les matchs étaient magnifiques à voir. Ceux qui étaient là l'année dernière avec nous, avec les Caïmans, et qui ont pu assister à ça, on tombait de notre chaise. C'est dommage que cette année, il n'y avait pas le tournoi des Américains en même temps sur le même lieu, parce que ça diminuait un petit peu l'environnement et l'événement autour du tournoi. Mais ouais, franchement, quand on voit des jeunes, même très jeunes, ricains, faire du flag en mode compétition pour aller chercher un titre, ça envoie. Ok. Parce que là, du coup, vous faites le Pro Bowl et après le lendemain, c'est fini. On rentre Le à la lendemain, maison. on rentre. Donc là, tu rentres avec tes étoiles dans les yeux et tu rentres dans ton petit quartier du Mans. Avec Là, que des tu racontes. cernes sous les yeux, plus que des étoiles dans les yeux, mais des bons souvenirs. Et puis cette année, encore plus que l'année dernière. L'année dernière, on était frustrés d'avoir perdu contre la Grande-Bretagne en 8e. Voilà, je reviens pas là-dessus, on était juste frustrés. Et cette année, on était hyper, hyper contents, hyper fiers de nous. Tout le monde, voilà, savait qu'on avait donné notre max, qu'on pouvait pas faire mieux. On aurait peut-être pu faire mieux si le tableau s'était pas déroulé comme ça, et on aura toujours cette petite frustration de ne pas avoir croisé la Chine en quart de finale, parce que je pense qu'il y avait un truc à faire contre eux. Faut savoir que pour départager les équipes ex-aequo, on prend pas la différence de points, on prend le nombre de points encaissés. Et au nombre de points encaissés, voilà, il s'est trouvé que le classement était fait ainsi. Et alors, on va pas mettre des si et des si et des si, hein, c'est comme ça, il y a pas à réfléchir. Mais je me dis que si on avait eu cette petite opportunité de jouer la Chine en quart de finale, peut-être que ça serait passé. On saura jamais. Et je suis content que tu me dises que tes joueurs, ils étaient super contents de leur expérience. C'est vrai que j'ai regardé sur le live qu'avait fait Elisa De Santis le match contre le Canada. Et c'est vrai que sur la fin du match, le langage corporel, on voyait que c'était assez la déception qui primait et la tristesse. Donc si après passer la première déception, ils se sont rendus compte à quel point c'était fort ce qu'ils ont vécu, ça me fait plaisir
à entendre. Il y a évidemment énormément de déception, de frustration quand tu es éliminé, quand tu sais que c'est fini, que pour certains, leur carrière U12 elle est terminée, que même si c'est le Canada en face, tu as ouvert le score, tu tiens un peu. Dans la tête de tout le monde, nous on n'y allait pas en tant que victime, hein, on voulait les battre, on voulait vraiment les battre. On perd un de nos joueurs importants sur une fausse blessure, on va dire, voilà. On a un autre joueur important qui est blessé. C'était vraiment compliqué sur ce match-là, un peu plus que sur les autres. Puis le niveau physique était tellement important qu'il a fallu step up. Évidemment qu'au coup de sifflet final, il y a énormément de frustration de la part des jeunes, hein, parce que bon, nous les adultes, je pense qu'on a un peu plus de détachement. Mais il y a évidemment une énorme frustration. Mais très rapidement après, déjà, on a rejoué on a fait un bout de match amical, donc il fallait se remobiliser. Et puis après une nuit de sommeil, eh ben, voilà, on passe à autre chose. Et les jeunes sont très très fiers de leur parcours. Et, et en plus, voilà, c'est sympa cette année. On avait une maman de joueur qui a filmé, donc qui a fait des lives. Il y avait aussi Elisa qui a fait des lives. On avait Guillaume de la fédération qui a fait beaucoup de vidéos et beaucoup de photos. Donc on repart avec beaucoup de souvenirs en plus. Et dans quelques années, on les reverra avec grand plaisir. Et puis quand on organisera la réunion class of 25, on sera heureux de revoir tous ces petits moments-là. Ouais. Et puis il restera que les sourires, quoi. Et juste pour revenir sur les nations contre qui vous avez joué, la différence de niveau entre la France et tous ces pays-là, on est situé comment à peu près? Ça fait 2 ans déjà qu'on termine 6e du classement de la première journée, donc le classement des matchs de poule. Là, on sait qu'on finit 6e général. Donc voilà, je pense que la place elle n'est pas usurpée. Évidemment qu'on retire les États-Unis de tout ça, parce qu'ils ne participent pas à ce tournoi-là. Les Canadiens, de toute façon, ça sera bientôt le 51e État américain. Le Canada, ils sont juste trop forts. Ils sont juste trop forts. Voilà, bon, on peut aussi les mettre de côté. Le Japon et le Mexique, c'est hyper élevé. De toute façon, c'est 2 pays du Big Four, que ce soit en football américain ou en flag. Je pense que c'est toujours États-Unis, Canada, Mexique, Japon. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, mais c'est toujours ces 4-là qui raflent la mise. Et derrière, nous, on a les miettes. Alors, à la Chine, on voit que nous, on est arrivé au même niveau. Je te dis, je pense que j'aurais envie de croire qu'on aurait peut-être pu les battre, mais on est à peu près au même niveau qu'eux. Il y a le Panama qui est arrivé cette année et qui est très très fort. Le Panama, vraiment très très fort. Si on arrive à se maintenir dans un groupe qui comprend, l'Allemagne, on les a pas croisés cette année. Bon, il semble qu'on les aurait tapés, mais bon, ça va dépendre des années. Mais il y a 2-3 pays européens, Angleterre, Allemagne, France. Ensuite, il y a Nouvelle-Zélande qui est Nouvelle-Zélande, Australie, Brésil. Moi, je les mets un peu dans le même paquet aussi. Donc derrière le Big Four mondial, il y a un groupe de, allez, on va dire 6 nations. Dont on fait partie et qui ferme le cercle des 10 meilleures nations mondiales. Et ça se retrouve d'ailleurs sur les résultats des équipes de France masculines et féminines qui ont fait la Coupe du Monde. Voilà, il faut qu'on maintienne ce niveau-là en sachant que tout le monde travaille très très fort dans tous ces pays-là, qu'il y a des projets il y a du développement, il y a de la compétition, il y a de l'enjeu partout, que tout le monde va progresser. Et qu'il faut qu'en France, on s'entraîne, on joue, on ait des matchs de haut niveau, qu'on ait peut-être des structures de haut niveau aussi pour accueillir ces athlètes-là au quotidien, et qu'on se prépare du mieux possible pour se qualifier déjà pour Los Angeles. On parle même pas de faire le tournoi, mais d'obtenir la qualification pour LS. Je connais pas le format des qualifications. Je ne sais pas si ça passe par des TQO comme dans d'autres disciplines ou si c'est basé sur les résultats. Ce sera les résultats championnats continentaux. Et donc notamment, si on va être qualifié, si on n'est pas champion d'Europe sur l'année 2027, je crois que c'est, ou 2026-2027, ça va être très très dur. Très, très dur. Ouais, voilà. Donc s'il faut être champion d'Europe, voilà, il y a un élu et 12 déçus. Donc il faut travailler fort. Et en Allemagne, ça bosse fort.
en Finlande, en Italie, en Angleterre, en Espagne, partout. Le projet JO, hein, il plaît à toutes les nations européennes. Hein. Maintenant, il y a des budgets, le nouvel Olympiade, il y a des budgets sport qui se débloquent pour tous les pays qui mettent l'accent sur les sports olympiques. On n'est pas les seuls. Donc nous, il y a un gros développement qui va se faire. Et puis bientôt, on aura quelqu'un sur le podcast qui va nous expliquer tout ça. Mais je sais que, comme tu dis, l'Allemagne, c'est pareil. Hein, ils mettent je sais pas combien de budget cette année. On voit qu'ils s'entraînent plus régulièrement. Juste pour revenir sur les Caïmans du Mans, l'année prochaine, on a une équipe encore très compétitive chez les U12. On a 6 joueurs qui reviennent sur les 10 de cette année. On perd Mathis, notre quarterback, on perd Liam, un top receveur, Carlos qui était notre centre et également un top receveur, et puis Enzo, un DB qui avait fait 2 compètes aussi avec nous. Mais on a la chance d'avoir 6 jeunes qui sont de 2013 et qui sont de nouveau éligibles, donc avec une année d'expérience supplémentaire. Tous nos petits running backs, là, les 3, plus 2 féminines et un receveur. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça donnera l'année prochaine. Nous, on va se concentrer sur comme on dit, hein, sur les facteurs contrôlables, c'est-à-dire ce que nous, on est capable de faire, les choses qu'on va mettre en place pour faire progresser les jeunes, la Jungle League, les tournois, les entraînements, les camps, etc. Et puis, un peu de recrutement, et on verra bien. Je sais que le niveau va encore progresser. Donc, on fait aucun plan sur la comète. Ça reste des jeunes. On n'est pas dans une dynamique d'ultra compétition avec des athlètes qui s'entraînent 5 fois par semaine. On a nos jeunes 2 fois par semaine. On fait du mieux qu'on peut. Tant qu'ils prennent du plaisir, ils viennent aux entraînements, et ça, c'est la clé, parce que ils ont été incroyables, quoi. Sur les 6 derniers mois là de préparation, il manquait jamais personne, quoi. Donc c'était vraiment facile de travailler dans ces conditions-là. Et puis voilà, il y aura des petites choses qui vont évoluer forcément. Dans le coaching staff, ça va évoluer déjà, on le sait. D'ailleurs, si il y a des gens en France qui ont envie de venir coacher au flag sur les jeunes ou moins jeunes, au Mans, une très belle ville de surcroît, très agréable à vivre. Vous êtes les bienvenus. Contactez-moi. On recherche des entraîneurs. Ce qui est chouette, c'est qu'on a formé beaucoup de parents. Je les remercie vivement, parce que sans eux, il n'y a pas d'école de foot. Donc, on doit être rendu à 6-8 parents formés depuis l'année dernière, qui n'avaient jamais coaché, voire même n'avaient jamais joué, évidemment, qui ont leur enfant qui joue et qui ont bien voulu nous donner un coup de main. Donc c'est bien. Et c'est grâce à eux que ça fonctionne. Le tissu volontaire bénévole est assez fort au Mans. Juste, je me permets de changer de sujet. Tu parlais pour développer le flag football en France, donc pas que chez les jeunes, mais aussi peut-être chez les un peu plus ados. Ce serait une possibilité d'avoir des structures de haut niveau. Toi, qui as déjà fait la section sportive scolaire, donc le sport-études qu'il y avait au Mans pour le football américain entre 2005 et 2017, et pour avoir, moi, en cadet junior, joué contre cette section sportive scolaire qui était vraiment forte. À l'époque, c'était une des grosses équipes juniors. Est-ce que tu penses que le sport-études, ça peut être une solution pour le flag football en France? Oui, c'est peut-être la meilleure des solutions. Il existe un programme en Rhône-Alpes dont le nom m'échappe, le CUFO, je crois, mais je dis une bêtise. C'est un programme universitaire qui permet d'entraîner au quotidien des athlètes en flag, notamment, hein. Donc ça existe. S'il y a des jeunes intéressés, c'est le seul qui existe, et on a justement le premier joueur issu de cette formation-là qui arrive en équipe de France depuis l'an dernier. Donc c'est génial. Voilà, c'est parfait. C'est exactement ça, quoi. De toute façon, le haut niveau, c'est de l'entraînement au quotidien. Les gens qui dans les clubs pensent être athlètes de haut niveau parce qu'ils jouent, admettons, en élite, mais s'entraînent 2 fois par semaine ou 3 fois et font 2 séances de muscu. C'est pas vraiment ça, le haut niveau. Le haut niveau, c'est bien plus que ça. Et je sais que dans le programme de Rhône-Alpes, il y a un suivi médical, il y a un suivi socio-professionnel, il y a des aménagements d'emploi du temps. Enfin, c'est très très bien fait. Et ça, ce genre de programme-là, moi, je vais dire la même chose que je disais quand on avait la section sportive scolaire, qui était malheureusement la seule en France. J'aurais espéré qu'il y en ait dans toutes les régions déjà de base,
et voir plus. Parce que Charles, c'est quoi plus la différence entre la section sportive scolaire au Mans et le pôle France à Amiens, qui lui aussi avait des partenariats alors avec les écoles? déjà les statuts juridiques, section sportive scolaire, c'est nomenclature éducation nationale. Pour déposer un dossier de section sportive scolaire, faut avoir l'aval d'un proviseur. Il est demandé la gratuité totale pour les participants. Donc ça a été un frein pour nous parce que 12 ans de gratuité, ce n'a pas été facile. Ensuite, bon, c'est sous couvert que le chef d'établissement met ça dans son programme. Et on avait une vocation à être à un échelon régional. On ne faisait pas de recrutement au-delà de la région. Alors même si on avait quelques Bretons qui sont venus chez nous, mais nous, le recrutement, il se faisait au niveau régional. Tandis qu'un pôle France, il a un rayonnement national. Plus le fait que les élèves payent leur abonnement mensuel, on est sur deux systèmes complètement différents, mais qui ont pour vocation à faire la même chose, de l'entraînement au quotidien. Nous, on avait 5 entraînements hebdomadaires, muscu, terrain, suivi médical pour tout le monde, suivi scolaire pour tous. On participait à tous les conseils de classe, etc. Donc, il y avait un vrai suivi. Peut-être pas aussi pointu qu'au pôle, mais quand j'ai vu, bon, par exemple, sur l'année 2010, il me semble, la dernière campagne de la section, je crois qu'on avait 5 jeunes en équipe de France et 2 blessés, si je dis pas de bêtises. Donc entre 5 et 7 joueurs qui auraient pu ou qui ont participé à la campagne du championnat d'Europe à Villepinte. Donc c'est pas mal. Et puis si, arrête-moi si je me trompe, mais il y a quand même des gros noms qui sont passés par la section sportive scolaire du Mans. Je pense à Valentin Liamois, Claudio Jacquin. Claudio n'est pas passé par la section, mais Valentin, oui, puis lui, il a pris son temps, il a fait 5 ans de lycée, donc il se plaisait bien, je pense, à la section. C'est de profiter encore plus de l'accompagnement. Mais Et oui, alors, oui, tu il as y en a commencé à en beaucoup parler. qui ont été d'excellents joueurs. Hein. Je pense à Pierre Courageux, je pense à Tito Ambillard, Liam Ward, plein de gars. Tous ces gens-là, ils sont en élite aujourd'hui, ils sont passés par la section sportive. Ouais. Oh, il y a d'autres noms qui m'échappent, c'est dommage, ça me frustre pour eux de pas les citer, mais bon, j'ai plein de visages en tête de joueurs qui ont été très très bons. Et bah, c'est une fierté, quoi. C'est une fierté. Enfin, Carrément, fierté pas pour nous personnellement, mais d'avoir mis en place des conditions qui leur ont permis de performer, de trouver leur voie, de s'éclater, d'avoir une carrière, même si pour certains c'était pour la majorité amateur, mais d'avoir une carrière et de s'éclater, de vivre des émotions de fou avec d'autres clubs en élite ou avec les équipes de France, il y en a qui sont partis en cégep. Là, on a un joueur là qui sort qui est actuellement dans un high school américain. Lui, il va faire, je pense qu'il va faire parler de lui dans quelques années. c'est On quoi en a son nom là? Comme trois ça, qui sont on pourrait sortis dire du quoi. club et qui sont en high school actuellement. Et voilà, on leur souhaite le meilleur, quoi. Nous, on est là Est-ce que tu peux nous dire, pour les aider. son nom comme ça, on pourrait dire qu'on l'a dit ici en premier. Ismaël Camara, Ismaël Kamari, joue quoi? O-line. Online, ok, très bien. Ça, si ça sort un jour, on saura que tu nous as parlé en 2025. Bah, il commence à se faire un petit nom Non, là, en tout même cas, là-bas. je réitère, c'est vrai qu'on voit la réussite de tous ces joueurs-là qui sont devenus des gros noms, en tout cas en élite et parfois en Europe, c'est qu'il y a un vrai avantage d'avoir monté une structure comme ça de haut niveau au Mans. Et justement, pour tous ceux qui se posent la question sur ce qui existe notamment en Rhône-Alpes et ce qui a existé au Mans, tu as commencé un peu à en parler, mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir une structure, un sport-études? Alors, soit on dépose un dossier section sportive scolaire. Alors là, c'est un peu complexe désormais parce qu'il y a des régions dans lesquelles ils n'ouvrent pas des sections tous les ans. Le dossier est très complexe. Soit on crée une structure privée. Qui dit structure privée dit juste comme nous on l'a fait par exemple au Mans. Là, on a réouvert une académie sur un lycée et on passe des accords même avec des collèges, qui fait que les élèves de l'académie ne viennent pas d'un seul établissement, mais peuvent venir de plusieurs établissements. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est déjà être en capacité d'avoir un emploi. C'est la première
c'est la première des choses à avoir, quoi, d'avoir un emploi de quelqu'un qui est diplômé. Et puis ensuite, en fonction des réalités locales, ça peut être signer une convention avec un chef d'établissement d'un lycée ou d'une université. Je pense que si on veut aller vers les JO, si on veut parler de flag adulte performance, il faut aller au niveau universitaire, mais pas que. Si on peut avoir plusieurs spots en France où on pratique au niveau des lycées, puis ensuite au niveau universitaire, de toute façon, plus on aura de joueurs et joueuses qui s'entraînent à haut niveau en France, plus notre équipe de France, elle va être forte. Parce que si on met juste 10 joueurs et joueuses en structure de haut niveau, ça ne suffit évidemment pas pour aller battre les Allemands, battre les Italiens, battre les Anglais. On a besoin d'avoir plusieurs centaines de joueurs et joueuses qui s'entraînent au quotidien, qui jouent aussi très régulièrement. Et voilà, donc il faut trouver des moyens pour que peut-être dans chaque région, on ait une structure de haut niveau de flag, soit au niveau des lycéens, soit au niveau des universitaires. Et puis ensuite aussi, trouver les moyens d'accompagner socio-professionnellement de jeunes adultes qui ont fini leurs études, mais qui ont besoin d'avoir un cadre adapté pour pouvoir pratiquer au quotidien. Donc bon, tout ça, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est la clé pour performer, parce que 3 entraînements par semaine dans ton club, c'est bien, hein, mais pas assez. Je crois que j'avais vu quelque part qu'on disait un entraînement par semaine, tu régresses, 2 entraînements par semaine, tu stagnes, et à partir de 3 entraînements par semaine, tu commences à progresser. Ouais, certainement. Oui, il y a du vrai là-dedans. On apprend aussi qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser un geste. Donc La voilà, fameuse il y a plein théorie. d'adages. Moi, je connais quelqu'un qui disait aux joueurs de foot américains, mais toi, avec 2 entraînements par semaine, c'est du loisir. Moi, ma mère, elle va 5 fois à la gym avec ses copines. Elle en fait plus que toi de l'entraînement. Donc non, voilà, oui, effectivement, de toute façon, c'est le volume d'entraînement, la qualité de l'encadrement, et puis tout le suivi qui peut y avoir autour. Ok. Bah écoute, ça fait déjà presque 2 heures qu'on parle. Je suis désolé pour ceux qui vont nous écouter, mais je pense que c'était hyper intéressant. On va passer sur le segment de fin. Donc quelques questions que j'ai, on va essayer de rester rapide. Ton meilleur souvenir que tu as dans le flag football? Moi, c'est ma première année de coaching de flag. Donc, mon meilleur souvenir, ça va être vite fait. C'était à Orlando. Alors, il y a la victoire à Paris. J'avoue que la victoire à Paris, elle était belle. Elle était magnifique. On avait une journée de fou. On a vraiment une très, très belle journée. Et c'est un superbe souvenir parce que, encore une fois, on pensait que ça allait pas passer, puis c'est passé. Mais je dirais quand même que la qualif pour les quarts de finale, c'était un bon moment. Donc peut-être s'il faut en garder un, allez, la victoire contre l'Australie. Qui vous fait passer encore? Et alors, ton pire souvenir dans le flag? Mais j'en ai pas. C'est ma première année de coaching flag. Mon plus Oui, mais mauvais bon, tu as souvenir, commencé ça doit aussi par le être flag en 92. un entraînement par -12, beaucoup de pluie et malgré tout, tous les joueurs qui étaient quand même là, donc il a fallu faire l'entraînement. Et je sentais plus mes doigts, mes pieds, plus rien. Ça doit être ça le plus mauvais souvenir parce que pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé globalement. Donc voilà, pas de mauvais souvenirs en fait. Moi, ça me rend toujours triste de voir des clubs qui n'ont pas de jeunes, qui n'ont pas d'équipe jeune, qui doivent se mettre à 4, 5, 6 clubs pour faire une entente, pour avoir une équipe. Ça me fait de la peine parce que je suis sûr que dans chaque club, il y a des ressources, des personnes motivées, des personnes avec une bonne pédagogie et qu'il y a moyen d'avoir des équipes jeunes pléthoriques en flag jeune, en U17, en U20, même dans la pratique dont je parlais du mini-foot qui est hyper facile à mettre en place et qu'on pourrait repartir sur du bonne base parce que on va pas se mentir, l'état des licenciés jeunes en France n'a pas augmenté vraiment ces dernières années. Depuis le Covid, il y a eu comme un laisser-aller et c'est dommage. Donc il faut relancer cette machine-là, c'est très très important. Et puis ça fera les joueurs de demain parce que moi je sais que Los Angeles, ça sera pas une fin en soi. Il y aura d'autres Olympiades où le flag sera présent.
Et il faut construire l'avenir maintenant. Mais voilà, faut travailler. Puis c'est pas les Jeux Olympiques, ce sera les World Games, ça reste des événements Ouais, il y aura exceptionnels à plein d'autres vivre. événements, mais je suis certain que maintenant que c'est rentré un peu, et que la Mhm. NFL est derrière et a vraiment appuyé, ils vont pas lâcher le morceau comme ça. Et eux, ils mettent pas tout Ouais. ça en place juste pour 4 ans, Ouais. juste pour un événement. Il y a des échos qui partent déjà de Brisbane en 2032. 2032, c'est dans 8 ans. Donc, un jeune qui commence aujourd'hui, qui a 12 ans, dans 8 ans, il en a 20. Il est déjà pas très vieux. Petit jeune là. Ça Hein. reste des jeunes encore. Voilà, il faut être patient. Il faut être patient quand on prend le chemin le plus long, qui est le chemin du développement et de la formation. C'est pas un projet de mercenaires ou un projet à court terme. C'est un projet sur le long terme. Faut être très très patient, mais ça finira par payer, soit pour le club, soit et pour les jeunes qui vont pouvoir aller vivre des expériences de Ah fou, ouais. parce que je pense que quand tu as un niveau très très correct à 15 ans, 16 ans, et que tu peux aller directement en high school aux États-Unis, tu empruntes la voie royale qui peut faire que tu sois détecté par une université, que tu aies une bourse, que tu aies une carrière universitaire, et qui sait après. Surtout que là, on a des premiers échos de potentiellement ligue professionnelle de flag football. Donc peut-être que les meilleurs joueurs vont pouvoir commencer à être payés quelque part dans le monde. Et puis tes petits joueurs de 12 ans, ça va être dans 8 ans, ils en ont 20, peut-être qu'ils Là, pourront tout vivre à fait, ça. oui. Tout à fait, tout Moi là, à fait. je joue du coup à Milan maintenant. Et j'ai des mecs dans mon équipe là qui sont un peu les cadres de l'équipe. Ils sont extrêmement forts. Ils ont 17 ans. Et je lui dis, mais t'as commencé quand? Ils ont commencé, c'est un groupe de 5-6, là, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 6 ans. Ça fait Ouais. 10 ans qu'ils jouent ensemble. Aujourd'hui, ils ont 17 piges, c'est vraiment très très fort. Et je me dis, mais ces gars-là, c'est l'avenir de l'Italie en tout cas. Bah ouais, ouais, voilà, c'est pour ça, on parlait des autres nations, il y en a qui charbonnent, où ça Ouais. travaille très très fort. Moi, je le vois ici en local, en interne, hein. On a des jeunes, déjà certains étaient à Orlando, etc. Je pense que si on faisait une équipe U15, elle serait assez costaud, parce qu'il y en a qui jouent depuis 3 à 4 ans. Donc, effectivement, de toute façon, c'est le travail sur le long terme Ouais. qui donne la performance. Et Et on ne peut pas acheter pas de le secret, temps. hein. Tu vois que Marseille est en finale du championnat U12 contre vous, c'est aussi parce que ils ont le paquet sur les U8, les U10, tout ça. Là, c'est ça, ouais. Pour finir, toi personnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur le futur? Pas grand-chose. Que ça continue, c'est tout. Moi, j'ai pas d'ambition, que tout se passe bien pour les équipes du club, et que le club se porte bien. Et comme je disais, voilà, moi, j'ai plus une vocation à m'occuper des jeunes que des adultes, que des seniors. Ça m'emmerde un peu. J'ai beaucoup plus de passion pour les jeunes, et j'espère juste que le flag et le football américain et le tir jeune vont croître de manière exponentielle, et puis si on fait ça, tout ira bien. Bah moi, je te souhaite en tout cas de réussir à continuer à trouver les financements qui permettent de faire vivre le projet Jungle League et tout ce que vous voulez mettre en place. Si on veut suivre un peu du coup tous ces projets, où est-ce qu'on peut vous suivre? Il y a un site internet là qui s'appelle jungleleague.com, et qui reprend tous les éléments dont j'ai parlé, les équipes fédérales, les équipes choisis ton camp, les écoles, les collèges, etc. Qui est régulièrement très très bien mis en page et mis à jour. C'est le site de référence. Puis après, il y a les réseaux sociaux, évidemment, avec Ok. Facebook, un Jungle League également. Et alors, dernière question que j'ai l'habitude de poser. Si je devais inviter d'autres personnes sur ce podcast, si tu veux me donner le nom d'une femme et d'un homme que je devrais inviter, ça serait qui et pourquoi? Je pense que je l'ai cité tout à l'heure. Cléa est la personne qui a le plus de vision sur le développement au niveau du territoire national, et qui est vraiment la personne centrale qui a vraiment une vision globale, et qui pourrait bien mieux que moi parler de ce qui se fait sur le territoire national. Et puis, quelqu'un que j'affectionne, parce qu'il a toujours été dans le développement aussi, puisqu'il faut choisir un garçon, je dirais Jean-Philippe Delporte, parce que lui, c'est pareil, il a toujours œuvré beaucoup
pour le développement du flag dans sa région. On fait pas le truc de la même manière, mais in fine, c'est pour les jeunes et il fait beaucoup de choses. Donc ça, voilà, ça, je dirais, je citerai ces deux personnes-là. C'est vrai que le modèle que Jean-Philippe a fait à Lille, c'est un peu différent, mais la finalité, c'est la même. C'est les écoles, c'est les tournois le samedi après-midi, inter-école qui se retrouvent une fois avant les vacances. Moi qui ai fait mes études à Lille et qui ai joué pour les Vikings, je retrouve beaucoup de similarités avec ce que j'ai vu dans les différents projets qu'a mené Jean-Philippe. Ouais, bah, c'est Bon, en tout quelqu'un cas, qui est très très humain et qui fait les choses de manière vertueuse et pareil qui a beaucoup œuvré pour le développement dans sa région. Donc on s'est joué à Jambouin et j'espère qu'on se rejouera régulièrement. On lui rappelle que les Caïmans sont là quand même. je lui souhaite peut-être d'inverser la tendance et puis lui aussi de vivre une aventure à Orlando. En tout cas, Charles, merci beaucoup. 2 heures plus. Donc, ça peut peut-être faire peur aux gens, mais en tout cas, c'était exceptionnel. J'ai Bah appris faudra beaucoup de choses. couper un peu au montage, hein. Mais comment décider quoi couper? C'est ça qui est toujours compliqué. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Je te remercie beaucoup. Bah Je merci vous à souhaite toi. tout le meilleur pour la Jungle League et tous les jeunes qui vont découvrir. Alors, moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir que tu as toute cette population qui peuvent découvrir le flag à travers les écoles parce que bah, c'est comme tu dis, c'est le nerf de la guerre. Merci pour ça, merci pour le projet. Et puis bah du coup, on espère te revoir à Jambouin l'année prochaine avec encore une équipe très compétitive. On espère, on a un titre à aller défendre. Non, non, y a pas aucun plan sur la comète, vraiment. Je me garderai bien de quoi que ce soit. C'est des jeunes, encore une fois. Des fois, tu as une bonne génération, des fois moins bonne. Des fois, en face, il y a 3 athlètes qui sortent du lot. Voilà, c'est comme ça. Mais on sera présent, en tout cas, dans le dispositif pour tenter d'aller, déjà, dans un premier temps, sortir des phases de qualification régionale et essayer Ouais, d'aller à Jambouin. Ça serait très beau, déjà. très bien. Bah écoute, à voir l'année prochaine. On verra. Merci.